Bonsoir Paris. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Rendez-vous pour votre émission hebdomadaire Masterclass avec nouveau logo fait par Monsieur Picsou avec amour, il faut le noter. Pas par moi, par quelqu'un de la team, mais il est quand même très très bien. De toute façon, on a fait un petit effort sur les miniatures, sur tout ça, donc Ouais. maintenant on est brandé, on est corpo, on est lisse, on rentre dans les formats. Non, c'est faux. Voilà, on fait les choses bien. On fait les choses bien. Donc voilà, merci beaucoup Spencer pour le sub, merci pour les 32 mois consécutifs, assez fou. 32 mois consécutifs. Et je sais pas si vous vous rendez compte, alors ceux qui nous écoutent sur YouTube, il faut savoir qu'on a attaqué cette émission, je crois, en février 2021, en plein début de Bull Run. On en a raté quasiment aucune. Des fois, Léo était pas là, des fois, j'étais pas là, mais on en a Plus raté souvent, quasiment j'étais quand même pas là à certains moments, mais bon, il faut savoir prendre des pauses et puis même parfois, j'avoue que le faire dans le métro, dans l'avion, etc., c'est un peu compliqué. Ouais, c'est pas terrible, je suis d'accord. Donc on a eu des déplacements et bon, mais ouais, franchement, c'est assez ouf encore une fois de se dire que on doit être à la 115e. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça, 115 115, putain, 115, Une par semaine. 115, c'est affolant. Je pense qu'il y a très peu d'émissions crypto qui sont là depuis aussi longtemps. Hein. Je pense qu'il y a Samy JDC qui a quand même fait énormément de streams, qui a fait ça probablement avant nous, même s'il a commencé Twitch après nous, je crois. Je sais pas. Je crois qu'il a commencé Twitch après nous, mais je pense qu'il a dû faire YouTube, etc. aussi avant, surtout YouTube Live, etc. Donc bref, peu importe, mais voilà. Pour dire que on fait partie des braves qui sont là depuis 115 émissions. Ce qui fait beaucoup de contenu et surtout pas mal de constance, de régularité. Donc je pense que c'est plutôt beau et on peut se féliciter pour ça quand même. Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Eh ben écoute, une semaine bien remplie côté crypto. Je me suis mis à la page côté Fonda. Je commençais la semaine en m'intéressant au sujet des coprocesseurs dont on a parlé aussi dans l'interview dispo avec Abdel qui est sorti tout à l'heure sur ma chaîne Capet Crypto. Vous aurez aussi des versions condensées sur la chaîne de Coin Academy. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que le live démarre et hop, panne de batterie dans le casque. Mais c'est pas grave, parce qu'on a toujours l'USB... C'est pas grave, je peux continuer de parler en attendant. Donc pas mal de Fonda, j'ai bouffé du Messari, du Twitter. On aura quelques dingueries dont on va parler dans cette émission. On va parler de la dinguerie Optimism, de la dinguerie autour du jeton Gala, de la dinguerie autour des parents de FTX, tout à fait, c'est bien. Les parents de FTX, les parents de SBF, ouais. Les parents de SBF, voilà. Oh, c'est pareil, hein. Ouais, c'est plus ou moins la même chose au final. Donc des dingueries, côté Fonda, des trucs sympas. Il se passe quand même des choses. Hein. Il y a un désintérêt général parce que les prix bougent pas, mais d'un point de vue Fonda, c'est une des périodes les plus intéressantes de cette année. Je sais pas pourquoi. En tout cas, peut-être parce que j'ai changé de méthodologie, mais je vois plein de choses qui me plaisent chaque semaine, donc je vais vous partager ça avec grand plaisir. Merci You pour le sub. En tout cas, il y a toujours les vrais qui sont dans le chat. Ce que je vous propose, je pense qu'il y a des habitués, mais peut-être que dans le lot, il y a des gens qui s'y connaissent moins en crypto. On est tellement la tête dans le guidon qu'on parle comme si tout le monde connaissait les cryptos depuis 10 ans. S'il y a des gens dans cette émission qui ne connaissent pas plus que ça et qui ont des questions toutes bêtes à poser, franchement, n'hésitez pas parce que je pense que c'est le moment ou jamais de s'intéresser aux cryptos, personnellement. Non, mais on peut être dans la crypto et moins s'intéresser au Fonda aussi ou être moins calé. Donc je pense que même si vous êtes spéculateur, c'est bien d'essayer de comprendre et de progresser. Et ça passe aussi par des questions qui peuvent sembler bêtes parfois, mais même moi, aujourd'hui, il y a des choses que je comprends pas, etc. Et j'étais pas forcément l'élève en cours quand j'étais plus petit qui levait la main pour poser ces questions bêtes-là. Mais avec du recul, j'aurais peut-être dû le faire. Donc, alors moi, je posais pas les questions bêtes parce que j'étais déjà extrêmement intelligent. Donc du coup... Aucun souci. Du coup, j'étais pas concerné par ce genre de problème. Moi, j'étais le genre de mec qui tournait la tête quand il y a quelqu'un qui posait une question bête et soit qui lui disait « Mais t'es vraiment con, toi, en fait ?» Tu vois bien que 2 x 8, ça fait 16, en fait. Mais sinon, voilà. J'étais ce genre de trou de balle aigri. Bonsoir à tous, Yo Ravnica, Jean-Jacques Goldman 69, Lucas 35, Dallas Corben, Colasp, Le Centaurus, ASC Allmaker, Gimme BTC, Fabrice Titi, Mabati 71, Tikalis, Vano BTC, Flaydem, Ludomat, Freebie Answer, Foxy, Frankie, Spencer, je sais pas si j'ai déjà dit, Jeune Otaku, ok, Kryptonien, Sed Mike, yo Sed Mike, bref. Yo les petits frérots.
Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, cette petite intro avec tout le monde. Ça fait plaisir. De toute façon, on n'est pas nombreux, donc on peut lire tous les pseudos. Est-ce que tu as des événements en vue, que ce soit des conférences ou des événements liés à des hausses des taux, des trucs comme ça, qui seraient intéressants? On peut aller tout simplement sur le meilleur site au monde, à savoir khanacademy.fr, hein, se rendre directement dans la section outils, calendrier économique avec notre suivi en temps réel. Je clique dessus et Inch'Allah ça charge. Voilà. Bon. Et vous pouvez tout simplement filtrer tous les événements en fonction des zones géographiques et de l'importance des événements qui vous intéressent. Donc par exemple ici moi j'ai sélectionné la France, la zone euro et les États-Unis, ok. Et j'ai sélectionné, enfin j'ai pas filtré je crois les événements, enfin je crois que j'avais filtré de base, mais globalement ce qui nous intéresse nous c'est genre les 2 taureaux ou les 3 taureaux parce que c'est ceux qui ont le plus d'impact. Je pense qu'on peut même regarder tout simplement juste les 3 taureaux parce que c'est tout simplement là où on a les gros impacts sur le marché, même si le reste peut être aussi assez intéressant. On a les permis de construire aux États-Unis. Je suppose que ça va donner pas mal d'informations sur l'immobilier, la demande qu'il y a, etc. J'avoue que je suis pas un expert, mais ça peut être aussi assez intéressant. CB Consumer Confidence, je connais pas bien. Le niveau de confiance des consommateurs dans l'activité économique. C'est un indicateur qui peut permettre de prédire ce que les consommateurs dépensent, ce qui joue un rôle évidemment important dans l'activité économique. Donc voilà, à regarder. Genre un chiffre plus haut que prévu pourrait être plutôt positif, boule, pour le dollar, ok, de ce que j'ai vu. For the USD, c'est ça. Et en gros, si on a des chiffres qui sont mauvais, ce serait assez mauvais pour le dollar. Donc on a ça. De toute façon, tout est disponible sur cette page-là. Je vous mets le lien dans le chat. On a les ventes de maisons. Donc ça peut être aussi assez intéressant. On a quoi? On a les inventaires de pétrole. Je vous mets le lien du calendrier d'ailleurs dans la description. On a le GDP, donc le Gross Domestic Product. C'est quoi? C'est le PIB? C'est ça, hein, c'est le PIB, il me semble. Ouais. Donc PIB des États-Unis. On a les chiffres du chômage aussi, le 28. Et on a Powell qui parle. Tout simplement. Donc je pense que tout va s'activer autour du 28. Et puis après on a le CPI de la zone euro le 29 et le Core PCE le 29. Donc dans tous les cas, si vous avez un doute sur les événements tout simplement que vous surveillez, ou vous comprenez pas ce que vous lisez, comme moi parfois, parce que je suis pas non plus un expert de la macro. Vous pouvez tout simplement cliquer sur la news, et en fait, vous avez tout simplement la dernière stat en question. Je crois que j'ai besoin d'un défibrillateur pour le menu, là. T'es en train de bugger. On a du coup le chiffre qui sera actualisé une fois qu'il sera sorti, et on a ce à quoi on s'attend. Donc parfois on n'a pas toutes les données, mais voilà. Et derrière vous avez tout simplement des informations sur ce que c'est concrètement comme indicateur, comme événement à suivre. Donc avec pas mal d'informations et l'historique. Donc ça vous permet de voir un petit peu les derniers chiffres et les prédictions d'un coup d'œil, avec aussi les graphiques, j'imagine. Donc voilà, à regarder évidemment sur khanacademy.fr grâce à un petit outil de investing.com, tout simplement. Alors regarde, on a une question intéressante, Léo. Tu vois, on demandait des questions qui peuvent paraître bêtes, mais qui ne le sont clairement pas. Je ne souhaite pas acheter directement des cryptos, j'aimerais y être exposé. Quelle est votre opinion concernant Coinbase ou des ETF? Alors Coinbase, bon, je te laisse répondre. En fait, moi, je comprends pas cette réflexion, en fait, déjà. Je comprends pas l'idée de s'exposer aux cryptos sans acheter des cryptos. Qu'est-ce qui te fait peur exactement? Est-ce que c'est un risque systémique? Est-ce que c'est le fait de détenir des cryptos qui te fait peur et donc de savoir les sécuriser? Mais spéculer sur les cryptos sans acheter des cryptos, ça me semble compliqué, parce que t'as jamais la certitude que la performance va être parfaitement répliquée sur d'autres actifs, ou notamment sur des actions. On parlait de Coinbase, on n'a aucune garantie que Coinbase fasse un nouvel ATH si Bitcoin fait un nouvel ATH par exemple. Après c'est pas évidemment les mêmes multiplicateurs, mais t'as l'idée, on peut très bien avoir une grosse performance sur Bitcoin et puis avoir des news négatives pour Coinbase qui fait que l'action Coinbase pourrait sous-performer ou ce genre de choses, ou même d'autres décisions qui sont associées à l'entreprise et sa profitabilité. Donc ça, je sais pas, d'un point de vue ETF, moi personnellement, je spécule
pas du tout sur des ETF actuellement pour les cryptos. Donc voilà, moi j'ai pas envie de te dire de bêtises, je vais pas t'inciter à faire des choses que moi-même j'ai jamais essayé. Mais personnellement, moi je comprends pas trop la réflexion. Je pense que le mieux c'est quand même d'acheter des cryptos si jamais t'as envie de spéculer dessus. Et une manière de t'exposer naturellement aux cryptos, je pense, c'est juste d'acheter du Bitcoin et après acheter de l'Ethereum si t'as un petit peu plus le goût du risque. Et puis après, voilà, si t'es des jeunes, tu sais où aller. Tout ce qui est en dehors. Mais ouais. Yes. Et après, tu les sécurises avec un hardware wallet comme un Ledger ou autre. Petite préférence perso pour Ledger de notre côté. Le problème de Coinbase, c'est qu'il a tendance à sous-performer en fait le Bitcoin, hein, historiquement parlant, donc autant acheter du Bitcoin. Et pour ce qui est des ETF, bah, comme on l'a dit, on maîtrise pas trop, mais nous, personnellement, on préfère acheter la crypto-monnaie directement et surtout la détenir, parce que l'intérêt même de la crypto-monnaie, c'est de la détenir, au-delà du prix. On vous a fait une section académique qui s'appelle l'Académie Sécurité, dans laquelle vous avez plein d'articles tout simplement liés à la sécurisation de vos crypto-monnaies, les risques qu'il peut y avoir, les bonnes pratiques, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez directement regarder, notamment pour éviter des pratiques comme l'adresse poisoning, la différence entre phrases de récupération et clés privées, les Merkle Proof, donc simplement des mécaniques qui peuvent vous permettre de vérifier si vous possédez vraiment vos fonds sur l'exchange, en tout cas s'il a les fonds, s'il a vos fonds, s'il détient bien vos fonds. Encore une fois, après, je pense qu'il y a toujours moyen de magouiller d'une certaine manière, mais au moins c'est un truc qui vous permet de voir les réserves et de bien comprendre si l'exchange a vos cryptos. Puis après, il y a évidemment d'autres sujets, etc. Donc je vous laisse tout simplement regarder, mais beaucoup de contenus qui sont sortis, qui sont disponibles sur cette académie. Il y en a un dans le chat, il m'a donné un blaze en mode vous connaissez, je vais même pas donner le nom, je suis allé Google le truc. Franchement, vous êtes dérangés, les gars. Hein. Je vous le dis honnêtement. Hein. Il y en a dans le chat, ils ont vraiment un coup par le casque. Hein. En vrai, t'es chaud. Je connaissais pas cette connerie-là. Bref. Ça pique ma curiosité, mais en même temps, je me dis, il faut que je protège mon cerveau et que j'aille pas regarder. Non, faut surtout pas. On va tous les deux perdre notre compte Twitch et tout. On n'est pas là pour ça. C'est trop. En tout cas, un marché crypto qui peut bouger, entre parenthèses, un marché tradi, il y a plus de mouvements, tu vas nous en parler. Avant que tu attaques sur la technique, côté Fonda, moi je me suis renseigné sur des trucs intéressants, notamment sur RISC-0, les coprocesseurs, si on a le temps d'en parler. Le cas Solana aussi, qui est très intéressant. Et puis bien sûr, des actus qui vont être assez rigolotes. On va bien rigoler dans cette émission, vous allez voir. Est-ce qu'on est parti, Capet ? Bah écoute, on est parti pour la partie technique et je vois que tu commences sur un petit BTC plus ETH. Voilà, tout simplement on pose les bases. Non, plus sérieusement, aujourd'hui évidemment on va faire un petit point technique sur ce qui s'est passé cette semaine. Il s'est pas passé grand chose sur Bitcoin et Ethereum, mais il y a des choses assez intéressantes qui se passent notamment sur les indices, sur les actions, sur les grosses capitalisations à ce niveau-là, notamment dans la TradFi. Donc évidemment on va regarder ça, on va regarder le dollar, on va regarder donc les indices dont je parlais, notamment le S&P, on va regarder les taux, on va regarder donc les Meta, les Apple, les Google, les Amazon, les Microsoft. On prendra aussi le temps évidemment de parler de BTC et Ethereum. Et puis derrière je me suis noté pas mal d'alts que moi-même je surveille au quotidien. Et voilà, c'est à peu près tout de ce que j'avais prévu. Donc tout simplement, pour commencer un petit peu cette overview, je vous propose directement de regarder en une semaine ce qui s'est passé. Ici, j'utilise le site velodata.app/market, donc qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble du marché. Ce site est vraiment, focus sur tout ce qui se passe sur les produits dérivés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les produits dérivés, c'est quand même une grosse partie du marché. Et ça nous permet aujourd'hui aussi, en tant que spéculateur, d'avoir des outils qui sont assez cool, puisqu'en fait, les spéculateurs sur les produits dérivés aiment bien avoir des outils avancés. Et ça bénéficie aussi aux investisseurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit tout simplement ? Ici, tu as la courbe des performances. Alors, je vais peut-être tout mettre sur le côté en attendant. On a la courbe des performances des plus grosses cryptos, donc des plus grosses capitalisations sur cette semaine. On voit qu'on a eu un petit link à 16%, là où on a un BTC qui est à 0,38%, voilà. Pour vous dire dans quel état de marché on est. Il est sympa ton stablecoin. Il se passe absolument rien et j'en avais fait un tweet juste avant, mais pour vous parler un petit peu de ce qui se passe sur BTC, encore une fois, je vais pas vous l'apprendre, mais on est sur des niveaux de volatilité qui sont extrêmement bas. Et pour vous dire, je vous disais que ça m'étonnerait la dernière fois qu'on revienne sur des niveaux de volatilité qui étaient aussi faibles que fin juillet, début août. Ça, c'était le moment où on avait une petite consolidation avant qu'on ait le dump de 15%, quelque chose comme ça. Et là, pour le coup, on est de retour sur des niveaux de volat qui sont encore plus faibles. Donc là, en ce moment, sur cette semaine, on a une volatilité moyenne en journalier de 0,28%.
Donc globalement, il se passe rien. Et voilà, si je mets mon graphe ici en logarithmique, vous voyez tout simplement l'évolution de la volatilité. Sur mon échelle de droite, je vais me remettre ici, c'est tout simplement la volatilité exprimée en pourcents. Et donc on voit que là, voilà, en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, on est quasiment, enfin, on n'a jamais clôturé une semaine avec une volatilité entre guillemets aussi faible. Tu vois, les gens demandaient moins de volatilité dans les cryptos c'est trop volatile, j'aime pas. Et voilà les gars. Voilà, vous êtes servis, vous avez ce que vous voulez. Vous l'avez. Non, mais pour le coup, c'est historique. Alors après, j'ai pas les données de 2016, 2015, 2014, 2013, donc je pourrais pas véritablement comparer la volatilité qu'on a maintenant à cette époque-là, mais je pense que c'était bien plus volatile à cette époque-là. C'était moins liquide, c'était plus volatile, donc voilà. Vraiment, là, on arrive sur des plus bas en termes de volatilité. Je pense qu'on arrive sur des plus bas en termes d'intérêt. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, tout à l'heure, je regardais un petit peu le trafic des plus gros médias qui étaient anglophones, francophones. Donc ça peut être nous, ça peut être Crypto, ça peut être Journal du Coin, ça peut être Coindesk, ça peut être The Block, ça peut être Decrypt, ça peut être tous ces sites-là. En tout cas sur les sites internet, pas sur les réseaux. Mais je voyais que d'un point de vue trafic, en pur référencement, à partir d'outils SEO, on était en train de tout simplement chuter dans les pénombres, dans les enfers. Il y a très très peu de trafic et de volume de recherche sur les requêtes associées à la crypto en ce moment. Alors ça n'empêche pas les gens de rechercher tout ce qui est associé au airdrop ou de rechercher la nouvelle crypto qui va pumper, mais voilà, on est quand même sur des plus bas en termes d'intérêt et de recherche, et aujourd'hui on le voit directement sur la volatilité. Je pense que en termes d'intérêt du public, au-delà du prix, je pense que la volatilité est assez corrélée, ou en tout cas l'intérêt du public est entre guillemets une conséquence de la volatilité en soi un petit peu sur BTC. Alors on peut avoir de la volatilité avec des prix bas, et là à ce moment-là le public s'intéresse pas non plus énormément. Et là pour le coup on a vraiment les deux, c'est-à-dire que là on a juste pas de volatilité, on a juste personne qui s'intéresse. Bref, simple constat. Donc voilà, cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose sur BTC, mais ça n'a pas empêché certaines cryptos comme Link de bien performer. Donc on a plus 16%. On va regarder aussi les autres cryptos qui ont performé. Je nous remets à droite. On a eu le Solana à plus 3,8%. On a eu le Shiba à plus 2,6%. Le XRP à plus 2,5%. LTC à 1%. Et dans les large caps, qu'est-ce qui a le moins bien performé? C'est le BNB à moins 2%. Si on regarde peut-être les mid-caps, donc les capitalisations intermédiaires, on n'a pas véritablement de crypto qui sortent du lot. On a juste le PP qui a à plus 7% globalement, le reste est autour de moins 2 et plus 3, donc pas de changement significatif. Peut-être regarder sur les low caps, en tout cas les small caps, que cet outil me donne. On voit que le CRV a fait plus 23%, le Tomo a plus 9%, mais sinon le reste n'a pas véritablement bougé. Et après, si on s'intéresse à des secteurs, on a les Layer 1, donc d'un point de vue Layer 1, on a Solana qui a le mieux performé. Est-ce qu'il y a Ethereum? Il n'y a même pas Ethereum? Ok. Mais voilà, Solana qui a plus 3%, mais globalement tout est entre plus 3 et moins 2, donc pas de changement drastique. Et sur la DeFi, voilà, encore une fois, le CRV qui arrive à bien performer, le Link aussi qui performe bien. Sinon, AAV plus 4, Maker plus 1, Uni, DYDX, ça bouge pas trop. Donc voilà pour ce qui est des changements de prix. Qu'est-ce que je voulais vous regarder? Alors, je voulais peut-être refaire un point sur BTC avant qu'on continue. Globalement, rien n'a changé. On est toujours en dessous du niveau fatidique des 31 000 $. Ce niveau est un des niveaux les plus clean sur le graphique. Pour moi, plus on passe de temps, plus le moment où on va passer au-dessus, on va avoir quelque chose d'assez explosif au nord. Mais tant que c'est pas le cas, je pense qu'on peut au moins se prendre des précautions et pas devenir boule bêtement, dans le sens où en fait on reste constamment sous ce niveau-là. On a fait une petite déviation au-dessus de ce niveau ici, avec une petite chasse au stop. Donc là concrètement le top est vraiment clean. Et au-delà de ça, en daily, malgré le fait qu'on bouge pas, d'ailleurs c'est effrayant, hein, ces 3 derniers jours là. Je crois que j'ai jamais vu des bougies aussi fines en daily. T'es en daily là, ouais. Je suis en daily. Ouais, je suis en daily là. On dirait qu'on prépare quelque chose. On va clairement prendre une direction, mais je n'ai pas véritablement d'idée de la direction actuellement. Tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que en daily, on est dans une tendance baissière, dans le sens où on fait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Et là, tu vois que même avec ce rebond ici,
après cette chasse des lots à ce niveau-là. Donc, comme je vous le disais, moi j'attendais une chasse de liquidité pour derrière rebondir, c'est ce qu'on a fait, même si j'aurais bien aimé, encore une fois, qu'on aille chasser un peu plus bas pour chasser ce lot ici en spot qui a déjà été pris sur les dérivés, mais j'aurais bien aimé aussi qu'on le prenne en spot. Et donc là, on s'est quand même retrouvé dans la zone rouge qui était globalement la meilleure localisation pour faire un sommet plus bas que celui-ci et donc continuer dans notre dynamique baissière. Donc quand on se retrouve dans un marché qui est peu volatile, où il y a de l'indécision, il n'y a pas de narrative, et qu'on se retrouve dans un endroit clé pour défendre la tendance en place en daily, c'est forcément quelque chose une localisation sur laquelle des gens se positionnent. Et là, pour le coup, les bears ont fait leur job, quoi. Ils sont tout simplement positionnés dans le meilleur endroit pour shorter, dans le cas où on veut défendre tout simplement ce top ici. Et d'ailleurs, le top est assez clean dans le sens où, encore une fois, c'est la chasse constante de stop. Donc tu vois, même ceux qui ont essayé de short et ils se sont dit on a le top ici, ils se sont fait manger une deuxième fois. Ceux qui se sont dit en fait c'était une chasse au stop de ce premier high, je short, ils sont encore fait stop et derrière, c'est à ce moment-là on a véritablement reverse. Donc pour l'instant on consolide. Je pense quand même qu'on a pas mal de stops à aller chercher plus bas. Je vais regarder tout simplement où sont les stops. Je dis où sont les stops, j'ai pas une vision infrarouge dans les bases de données de FTX, enfin pas de FTX du coup, mais de Binance, de Bybit, etc. Mais ce qu'on peut voir, c'est que, moi, je pense que ce top est plutôt bien dessiné. Je pense que si on passe au-dessus, ce sera pour pousser bien plus haut. Quoique, on a quand même ce petit high à aller chercher. C'est pas impossible qu'on casse ce high et puis derrière, on top. Mais si jamais on commence à casser au-dessus et que derrière, on a de l'acceptation et une structure pour jouer de la continuation, je pense que j'irai acheter. Mais en attendant, on a beaucoup de lots à aller chercher et surtout que quand en fait on a des V-bottom entre guillemets, t'as compris, on a cassé ce niveau de support et derrière en fait on est parti illico presto. En faisant ça en fait on a laissé beaucoup de lots sur cette construction haussière, sur cette structure haussière, et donc je pense qu'il y a quand même de bonnes chances qu'on aille chercher tous ces niveaux là même si on devait pousser plus haut. Tout ça pour vous dire que voilà, on est dans une tendance baissière en daily, elle n'a pas véritablement changé, mais pour autant j'ai pas d'énormes convictions dans le sens où je vais pas vous mentir, j'ai pas trop envie de trader tout ça, quoi. Enfin, c'est pas super intéressant à trader. C'est peu volatile, avec peu de conviction, avec des setups pour moi qui sont pas optimaux. Donc moi, dans ces conditions-là, je préfère ne rien faire que me forcer à trader en fait. Donc voilà. Mais si je devais parier sur quelque chose, on a toujours ces lots ici qui n'ont pas été cherchés. Enfin, ce lot ici en spot qui n'a pas été cherché. Et on a créé un autre lot qui était juste à côté. Et en plus de ça, surtout, cette poussée haussière, on a laissé pas mal de stop. Donc, si jamais je voulais jouer un scénario bull, moi personnellement, ce que j'attendrais, c'est tout simplement qu'on aille retester ce niveau ici, autour des 25 350, 25 600. Simplement parce que ici on a un beau niveau de support, on casse en dessous, on le récupère, donc on reclaim, on peut voir une sorte de déviation. Et donc si jamais on était amené à pousser plus bas, en fait ici ce serait quand même une belle localisation pour défendre ce lot, dans le cas où on pense que ce lot ne casserait pas. Et donc en fait on pourrait tout simplement acheter ici, mettre nos stops globalement ici, et viser soit un lower high, donc un sommet plus bas que celui-ci pour continuer cette tendance baissière, soit un retournement et à ce moment-là viser au-dessus de ces highs, quoi. Donc dans le cas où on est bull, je pense que moi j'irais jouer deux scénarios, soit un retest d'ici pour essayer de jouer un higher low et donc défendre ce low ici et avoir tous ces lows à court terme qui se fassent chasser pour avoir aussi une entrée optimale, soit j'attendrai tout simplement qu'on aille chasser ici ce low ici en weekly et en daily qui est accompagné de ce nouveau low ici et sous lesquels on n'a pas été chassé en spot et ce niveau-là correspond quand même à un gros niveau en weekly. Si tu regardes ici, je vais peut-être enlever la liquidité à chasser, mais tu vois qu'en weekly, on a quand même véritablement des clôtures super clean autour de ce niveau ici. Donc ça m'étonnerait pas qu'on aille le chercher une dernière fois pour piéger un petit peu tous ceux qui pensent avoir le bottom ici. Et sur BTC plus Ethereum, ça correspondra en monthly à un retest de ce range ici. Si tu regardes en monthly, sur BTC plus ETH, tu as la borne haute ici, tu as la borne basse, tu as une sorte de déviation, et là on pousse plus haut. Donc si jamais on devait retester ce range, peut-être qu'on peut se dire qu'on l'a déjà retesté, mais si on devait retester vraiment le haut des corps de bougie, ici ça pourrait être assez sympa. Parce que après derrière, si jamais on enfonce ce niveau-là, on réintègre le range et on pousse beaucoup plus bas. Donc
Pour l'instant, j'ai pas vraiment de setup qui m'excite énormément. Et je pense que s'il y a un setup qui m'excitait énormément, ce serait un point d'extrémité. Et ce point d'extrémité, actuellement, il est autour des 24 400, 24 300. Autrement, avant, on peut essayer de prendre des positions un peu plus court terme, etc. Mais avec moins de conviction et donc moins de size. Sur Ethereum, en soi, quoi qu'on en dise, bah, ça ressemble quand même pas mal à un range weekly avec une borne haute ici, une borne basse ici et une déviation à 2 fois de suite. Et M-top en weekly, en tout cas, on a fait un sommet plus bas, un creux plus bas. Donc en weekly, techniquement, en fait, la dynamique n'est plus véritablement... Enfin, elle est assez inquiétante. Parce que jusqu'à maintenant, on était dans une dynamique haussière, en fait, en faisant des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Alors, on peut toujours continuer cette dynamique de fond, hein, mais ici, en tout cas, voilà, on fait une déviation au-dessus du haut du range, pour moi, et on marque une cassure du dernier low weekly. Donc ouais, franchement, ça fait assez peur. En général, quand tu as une déviation et qu'on réintègre le range, la direction, c'est la borne opposée. Donc, En fait, personnellement, ouais. Depuis le début d'été, depuis début juillet, on dort en fait, pour faire court. En fait, ici, pour moi, tu vois, on avait une opportunité de faire un creux plus haut que celui-ci et de nous faire comprendre que oui, c'était une déviation, mais au final, on récupère le niveau en tant que support et on pousse. Mais je trouve que la réaction ici qu'on a eue, elle a été ultra décevante. C'est notamment le moment où, en fait, on a eu très peu de volatilité, puis d'un coup, on a eu un flush de volatilité qui a liquidé tout le monde. Donc, c'est assez décevant. Et moi, personnellement, mes convictions moyen-long terme ne changent pas sur Ethereum. Mais voilà, à court terme, franchement, je suis pas hyper emballé, quoi. Alors attends, t'es pas emballé, ça veut dire quoi? C'est que t'es bear ou... Je suis bear ou... Ou que les personnes de petite taille disons que je suis bear tant qu'on n'a pas cassé ce niveau ici en rouge, en fait. Ouais. Je pense que c'est la meilleure manière pour moi de réfléchir et d'agir. C'est que tant qu'on n'arrive pas à récupérer les 1935 ici en tant que support, et donc tant qu'on n'arrive pas à casser une résistance incroyable, je ne peux pas être ultra bull. Alors si on est amené à, je sais pas, avoir un gros dégullis en dessous de ce niveau et qu'on le récupère, là je peux me dire ok, là je suis bull, à condition qu'on maintienne ce lot. Là, encore évidemment, on est dans des scénarios hypothétiques, mais quand je suis bull, j'ai envie d'avoir le timing avec moi et j'ai pas l'impression que acheter ici, c'est optimiser mon timing. Alors peut-être que je louperais quelque chose à ne pas acheter ici, c'est pas très grave, mais je préfère largement acheter plus haut et me dire que si on arrive à ce niveau et qu'on l'utilise en tant que support, ça devrait enchaîner rapidement, que d'acheter une localisation qui m'intéresse pas à fond et dans laquelle voilà, j'ai pas de grosses convictions. Il y a quelqu'un qui dit il en sait rien. J'en sais rien de où va aller le prix. Moi, ce que je vous dis, c'est ce qui m'intéresse d'un point de vue trading et comment moi je vais spéculer là-dessus en fait. Donc moi, ce que je vous dis, c'est que sur Ethereum, à part si on arrive sur des points extrêmes hyper intéressants, pour l'instant, je vois pas l'intérêt d'être acheteur pour du court terme, mais évidemment, moi, je fais toujours mes bagues moyen-long terme. Donc moi, si je voulais vraiment jouer des setups bull, faudrait qu'il y ait un setup qui me saute aux yeux, mais on a ce gros niveau-là, on n'a pas réussi à le casser, c'est la résistance majeure. Et puis derrière, pour moi, un autre niveau qui était vraiment clean, c'est celui qu'on avait ici, avec plein de points de contact. Et au final, lorsqu'on est passé en dessous, on l'a retesté ici en tant que résistance. Donc je vois pas en fait pourquoi je serais acheteur, alors que il y a 3 niveaux actuellement qui me tiennent à cœur, peut-être un 4e ici, mais t'as peu de niveaux, et t'as celui-là, et celui-là. Celui-là, on n'a pas réussi à le casser. Celui-là, on est passé en dessous et on l'a retesté en tant que résistance, donc il joue son rôle de résistance. Et celui-là, on en est super loin. Et l'autre que je pourrais peut-être rajouter actuellement qui me semble clean en weekly, c'est celui-là. Mais est-ce que j'ai nécessairement envie d'acheter ici si le prix est amené à pousser aussi bas? Je sais pas en fait. Si le prix est amené aussi bas, je me dis qu'il y a quand même de bonnes chances d'aller enfoncer ces petits lots ici qui nous attendent et d'aller chercher la bande basse du range, comme je vous le disais, qui était mon objectif dans le cas où on a une déviation au-dessus d'un range et qu'on le réintègre.
Franchement, j'ai pas de conviction, et si je devais en avoir une actuellement, c'est une conviction bear, à part si on arrive à véritablement récupérer du support, quoi. D'ailleurs, c'est assez intéressant ce qui s'est passé là. Ouais, on a pris ce high au pixel perfect, tu vois. Donc ici, avec ce high, on a chassé celui-là. Donc on a chassé les stops qui avaient possiblement au-dessus de ce truc-là. Et donc en fait, si on l'avait pas pris, je me dirais, ok, ça peut être peut-être une target pour chasser derrière un mieux dump. Mais en fait, même ça, on l'a déjà chassé. Donc court terme, je vois pas vraiment de raison d'être très bull, et si je devais l'être, c'est dans le cas où on arriverait à récupérer ce niveau ici pour tout simplement mettre mon stop en dessous d'une structure assez sympa et de retargeter cette zone, voire plus haut. Personnellement, je pense que la prochaine fois qu'on ira tester cette zone rouge, ce sera pour la casser. Donc, en partant de ce principe-là, si on commence à récupérer ce niveau ici, que j'ai quelque chose de très convaincant, j'ai un setup long et que je le prends, je pourrais mettre un petit TP ici, mais la target derrière, ce serait plutôt autour des 2400, voire des 2600. Et puis derrière, ça se trouve, ce sera un moment où, bah, en fait, on aura les étoiles qui s'alignent pour tout simplement repartir plus haut et beaucoup plus rapidement. Donc à voir. Mais ouais, je pense que la première bonne étape pour moi, pour me positionner à l'achat, ce serait qu'on récupère ce niveau ici. Et si jamais on le récupère et qu'on n'a pas de retest, attendre que on déborde cette zone en rouge. Mais pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Et franchement, est-ce que j'ai envie d'acheter ici je sais pas. Ce serait bien en fait, j'ai même pas envie de jouer des setups court terme ici, en fait. Moi, je me dis juste, genre, tout ce qui se passe en dessous de 1600, 1500 $, etc., pour moi, c'est juste une opportunité d'investir et d'avoir plus d'Ethereum pour le prochain cycle, en partant du principe que moi, j'ai une conviction long terme dans le marché, en fait. Donc, j'ai parlé à beaucoup de traders, en fait, dernièrement, et c'est ça qu'il faut que vous mettiez dans le crâne, c'est que on n'est pas là pour trader, pour se faire kiffer. On est là pour trader et faire de l'argent. Donc, si je me force à trader alors que j'ai pas forcément de conviction, je risque du capital, en fait. Donc pourquoi j'irais risquer du capital pour des trades sans conviction que je pourrais potentiellement regretter? Je préfère largement, genre, peut-être louper certains trades et être zen dans ma tête et pas me prendre des stop loss que je vais regretter, et donc prendre des setups qui vraiment sont clean pour moi, que de vouloir trader pour trader, alors que globalement c'est du PVP, on est trois à se casser la gueule sur Bybit ou sur BitGet ou sur Binance Futures, peut-être un jour en France, mais vous avez l'idée. Donc moi personnellement, tant qu'il n'y a pas de volatilité, c'est compliqué de spéculer. On peut spéculer peut-être sur des contrats move ou sur des options, il y a des stratégies à mettre en place qui sont assez intéressantes. J'en ai parlé avec Captain Trading dans ma dernière vidéo, et j'en ai aussi parlé avec un quantitative trader de Stake Capital, qui est donc F of Quantitative Research chez Stake Capital, qui m'a appris énormément de choses. L'interview devrait être disponible dans les prochains jours. Mais mis à part ça, franchement, c'est pénible. Et moi, ce qui en ce moment m'excite plus, je vais pas vous mentir, c'est la TradFi, hein. Parce que sur la TradFi, ça bouge, voilà. sur la dernière journée, on a fait moins 0,12%, et sur BTC, aujourd'hui, on a fait plus 0,03%. Donc, non, bon, bref, je charrie, mais vous avez compris, globalement, on a eu des journées à putain, j'ai pas pris la bonne échelle. On a eu des journées... Putain, mais je vais pas m'en sortir. On a eu des journées à moins 1,6% sur le S&P. Donc, pour ces marchés-là, c'est très volatile. Et là, pour le coup, il se passe des choses, quoi. Sur la partie macro, il se passe des choses. Qu'est-ce qui se passe? Je vous avais bassiné avec cette zone depuis très longtemps. Je disais que c'était la meilleure zone à protéger du côté du S&P, si jamais on était baissier et qu'on voulait défendre ce sommet-là. Pour le coup, moi, ce que je me disais, c'est que si on arrivait à s'affranchir de cette zone ici, la probabilité qu'on fasse un nouvel ATH, elle était super élevée, qu'il y avait potentiellement assez de à prendre. Mais pour les coups, moi, je me disais que globalement, on allait être dans une compression et avoir une résolution tôt ou tard. Je pensais pas que cette résolution allait arriver aussi vite. Et là, ce qui fait un petit peu peur sur le S&P, qui représente les plus grosses capitalisations américaines, c'est qu'on dessine quand même une belle structure de retournement, hein. Parce que jusqu'à maintenant, on faisait de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut, ce qui marque une dynamique haussière. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'on a été chercher la dernière résistance du graphique avant un nouvel ATH, pour faire très simple, et qu'on fait pour la première fois depuis un bon petit moment des sommets de plus en plus bas et une clôture plus basse que la précédente ici. Enfin, un creux plus bas que le précédent. Donc ça, c'est un beau M-top. Et vu la localisation, personnellement, je ferais très gaffe. Donc après, si jamais on a ce niveau de support ici et que on chasse un petit peu et qu'on le récupère en tant que support, il y aura peut-être un setup à jouer pour derrière viser bien plus haut. Donc ça, c'est dans le cas où on essaye d'invalider tous ceux qui essayent de jouer à une structure en M-top. Donc ça, c'est un vrai scénario
duquel je me méfie. Simplement, genre, on baisse un peu, on récupère ce niveau en tant que support, et là, ou même on peut, voilà. Mais voilà, je fais attention parce qu'on a quand même un changement de dynamique actuellement. Et en plus de ça, on a le dollar qui a toujours beaucoup de force. Si tu regardes bien le dollar, d'ailleurs, il a atteint l'objectif dont je vous parlais. Cet objectif-là, je sais pas si tu te souviens, je vous disais qu'il y avait 2 niveaux qui m'intéressaient. Il y avait celui-là et celui-là. Et je vous disais que c'était les 2 endroits où j'attendais de la réaction. Pour le coup, on a atteint le premier niveau. Et donc maintenant, la question, ça va être, est-ce que le dollar va maintenir cette force et tous nous baiser, ou est-ce que il va pas maintenir cette force et à ce moment-là marquer un petit repli. Et si on marque ce repli-là, peut-être qu'on pourrait faire souffler un petit peu tous les risks on, quoi. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. On a une première réaction ici vendeuse, voilà, mais rien de spectaculaire. Et comme je l'expliquais avant, moi, ce qui me fait un petit peu paniquer, je vais pas vous mentir, c'est que grosse zone de résistance ici en mensuel, même en 3 mois, et donc on casse cette zone et on reteste parfaitement ce niveau. C'est-à-dire que si je dois analyser les choses froidement, quand t'as une résistance comme ça qui est tapée et qu'on pète plus haut et que derrière on la reteste et que c'est grave bien défendu et que tout ça là, cette grande image là, c'est un graphique mensuel, voilà, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, quoi. Je pense que si on devait avoir un nouveau cycle bull crypto avec des scénarios qui sont alignés avec les indices américains et les risk-on, etc., ça se fera probablement quand on perdra ce lot ici. Pour moi, si on perd ce lot, ça veut dire qu'on perd le retest de ce niveau ici en tant que support. Donc, c'est-à-dire qu'on a retesté ce niveau en tant que support et que derrière, on retourne dessous. Donc, ça veut dire que, en gros, notre range qui était entre les 2 bornes, on finit par le réintégrer et les probabilités qu'on aille chercher la borne basse et donc de to new qui sont assez élevées. Mais pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est de switch une résistance en tant que support sur un graphique 3 mois, ce qui est tout simplement affolant. Et en plus de ça, en low time frame, on l'a fait en low time frame, en daily, on l'a fait ultra proprement parce qu'on a eu ce niveau-là. On l'a cassé, on l'a récupéré avec un beau retest. Donc, moi, personnellement, je trouve que ce graphique, il est très, très bull. Après, voilà, on arrive sur les 38% de retracement de toute cette baisse et un gros niveau graphique en weekly. Je pense qu'on le voit bien, c'est ce niveau ici qui nous servait de résistance qui a été flip en tant que support. Lorsqu'on est passé en dessous, ça a été retesté à multiples reprises en tant que résistance. Donc là, on a vraiment un alignement des planètes entre le retracement Fibo et le niveau horizontal. Mais voilà, si jamais ce niveau est affranchi, il n'y a pas grand-chose ici avant les 109, 109.6. Et ça nous mène bien haut et je pense que ça pourrait faire très mal au risk on. Donc voilà. Du côté du Nasdaq, pareil, on est un peu comme sur le S&P. On a bien plus poussé à la hausse sur le rebond, mais on avait aussi bien plus morflé, tout simplement, parce que là, c'est le Nasdaq, donc c'est les valeurs technologiques. Mais voilà, tu vois, tu avais le dernier niveau de résistance ici, qui était le niveau qui nous a servi de support avant d'être perdu et nous mener en bear market, avec un beau M-top d'ailleurs. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'on arrive sur ce niveau ultime de résistance avant un nouvel ATH, donc qui est une zone idéale pour les bears, et que derrière, on forme une structure de retournement, à savoir un sommet plus bas que le précédent, et un creux, et bon, on n'y est pas encore, mais quasiment un creux plus bas que le précédent. Moi, je pense dernier trimestre, il y a moyen que ça bouge parce que pour mettre un petit peu de fonda dans cette affaire, tu as Windows 11, la dernière mise à jour avec de l'IA à l'intérieur qui arrive. Tu as Cyberpunk 2.0 qui est en train de se bouger, donc ça réveille un petit peu le marché. Tu as toujours de l'évolution côté IA. Ouais, mais je vois pas les marchés technologiques, enfin, je vois pas les valeurs technologiques ultra s'apprécier dans une économie qui va ultra mal non plus, quoi. Il y a ça, mais le truc, c'est que le boom de l'IA, il est appétissant quand même. Hein, et que... Mais le boom de l'IA, il est appétissant et clairement, moi, ça m'intéresse. Et plus je vois des choses autour de l'IA, plus je me dis que c'est affolant. C'est affolant ce qui va se passer dans les 3 prochaines années. Parce que là, on a eu quoi? ChatGPT 3.5, ChatGPT 4, on a eu l'arrivée des plugins, on commence à avoir... des avatars 3D avec de l'IA, des voix IA, du deepfake, enfin plein de trucs comme ça, et c'est hyper quali. Déjà, c'est ultra impressionnant et ultra utile. Et ultra niche. Et je pense que ça pourrait être... Voilà. Mais moi, personnellement, je suis pas un expert des marchés traditionnels, et du coup, je sais pas à quel point tout ça est pricé. Je suis pas assez le marché de l'IA et de l'industrie de l'IA d'assez près, tu vois. Est-ce que le marché actuel, il price pas ce qu'il y a
à 6 mois, 1 an, et on a déjà vu des grosses envolées, tu vois, quand tu regardes Nvidia. Nvidia, voilà, on est passé de 100 à 500. Hein. Donc, c'est pas fini. Et AMD va suivre on parce n'en sait qu'AMD est rien, en on n'en train sait rien, d'optimiser ses mais modèles. Ouais, mais Nvidia, gros, ce que je veux dire, c'est que trop bien. le fait qu'il y ait que en gros l'IA s'améliore et qu'il y ait des meilleurs produits, ça ne reflète pas nécessairement la santé d'une société. Tu vois, genre l'IA Je suis peut aller d'accord. bien et sans que genre tout le marché aille nécessairement bien. Donc, à partir du moment où l'argent coûte cher, que les gens sont dans la merde pour manger, que pour acheter ta maison, tu dois payer des taux de baiser, etc. T'as quand même des contraintes qui font que bah, c'est pas le cadre propice, ou en tout cas parfait pour faciliter cette croissance-là. Alors moi, j'ai aucun doute sur techniquement ce qui va se passer, tu vois, en termes de produits, de résultats de l'IA, etc. Mais je vais te parler après. spéculativement, je sais pas. Je vais te parler price action, c'est quelque chose qui te parle. L'iPhone n'a pas monté de prix cette année avec la génération du 15, mais n'a pas baissé non plus. Les cartes graphiques, ça baisse pas. Les téléphones en général, ça baisse pas. On est sur un permabull de la tech qui est assez hallucinante. Hein. À part sur le software as a service où ça baisse, le hardware ne baisse pas. Et même, il augmente. Et à la racine, les semi-conducteurs chez TSMC et compagnie, ça augmente. Oui, mais en fait, la question, c'est... Enfin, je suis pas un expert, encore une fois, mais... Moi non plus. Les prix augmentent, mais est-ce que déjà tout le monde peut s'en procurer? Et est-ce que les prix augmentent tout simplement parce qu'ils veulent pas maintenir leur marge? C'est-à-dire qu'une société, si elle augmente les prix, c'est pas nécessairement qu'elle fait plus d'argent, c'est aussi qu'elle veut maintenir ses marges, tu vois, genre... Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas toutes ces données-là, tu vois. Donc, c'est très compliqué de parler de tout ça. Moi, ce que je peux te montrer sur les graphiques, c'est que sur les S&P, on est en train de marquer quelque chose qui est assez moche et qui on pourrait le rattraper, tu vois, mais faudrait le faire assez rapidement. Et qu'on a un dollar qui est hyper fort sur un niveau de résistance, mais s'il est cassé, globalement, c'est chaud. Après, une résistance, c'est une résistance jusqu'à preuve du contraire. Et surtout, ce qui est pour moi assez inquiétant, c'est que t'as quand même Meta qui est arrivé sur un niveau de résistance qui est ultra clé, ultra clean en mensuel, tu vois, c'est le niveau qu'on avait ici en tant que support avant le gros crash, tu vois, sachant qu'on est passé de 90 à 319, est-ce que c'est pas un bon endroit pour TP si t'as acheté tout au bottom, bah, pourquoi pas. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des flots, tu vois, des flux d'argent. Donc, pareil, Apple, tu vois, moi j'étais assez optimiste, mais pour l'instant, on a fait un nouvel ATH et là, on est en train de repasser en dessous. Tu te souviens ce qui s'est passé sur le BTC quand on a fait ça? Bon, c'est pas des actifs qui sont comparables, mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue pure price action, faire un nouvel ATH et donc casser une résistance et repasser en dessous après, voilà. Après, est-ce qu'on n'est pas dans un scénario, bon, on va me prendre pour un fou hein, avec ces comparaisons, mais bon, on y est. Hein. Est-ce que ça me fait pas penser un peu à Caspa qui a fait, tu vois, un nouvel ATH, il est repassé en dessous, on a un petit peu corrigé, derrière on est reparti. Tu vois. Donc, il parle du price action, hein, parce que là je vous vois. Oui, je parle pas des actifs, mais ça commence à dire ouais, tu compares Apple à Caspa. Je parle des structures de prix, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on a une grosse résistance, on l'a cassé, on a eu un premier rebond dessus, et là on se maintient ici. Donc, si on commence à dump davantage, franchement. Moi, par exemple, Apple, si genre le marché pue pas trop la merde et qu'on retourne ici, je me verrais bien en acheter pour défendre ce lot, tu vois. Ouais. Et ce que je te montre, ce que je te montre vite fait sur Meta Apple, globalement, t'as le cas un peu partout. C'est-à-dire que sur Google, pareil, gros niveau de support ici, qui a été cassé et a marqué le début du bear market. Et là, c'est le niveau qu'on vient parfaitement de retester. Et pour le déborder la résistance, ici, on s'en est servi comme support, et là, on vient de passer en dessous. Donc, si jamais on a un retest que c'est bear et qu'on commence à casser le lot, là, tu as une vraie cassure de dynamique en daily. Et ça, ça fait peur. Alors, on peut toujours repasser au-dessus, récupérer ce niveau comme support et redécoller, je dis pas. En tout cas, ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention à ce qui se passe, quoi. Et là, tu vois la même chose sur Amazon. Grosse résistance, c'était un niveau parfait sur lequel on a trouvé du support qui a été parfaitement retesté. Ça, pour moi, globalement, c'est le niveau bear market, et pour l'instant, on a encore tapé dedans. Alors moi, je pense que ce niveau-là, il va être cassé, mais est-ce qu'on n'irait pas le casser après avoir retracé davantage et être revenu sur des niveaux assez intéressants? Moi, pour vous parler un petit peu des niveaux que je regarde sur tous ces trucs-là, sur Meta, il y a en vrai, sur Meta, le vrai niveau, les deux vrais niveaux qui peuvent être intéressants, c'est autour des 225 et des 210. Je pense que ça peut être une zone assez logique. D'un point de vue retracement, je sais pas à quoi ça correspond, mais d'un point de vue prix, moi, ça m'intéresse après un truc aussi vertical. Apple, moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on reteste les 150. Les 150, c'est un niveau qui est vraiment clean graphiquement, et c'est la reload zone, donc 61-70% de retracement de toute la hausse qu'on a eu ici, donc zone idéale pour défendre ce lot. Sur Google,
un petit retracement soit au 116, soit au 101, moi ça m'irait bien, pour soit défendre ces lots ici, soit juste garder une tendance forte et repartir et garder les 38% de retracement. Amazon, moi j'aimerais bien qu'on aille chercher les 106 pour pouvoir défendre à mort ce double bottom ici, enfin en tout cas ce W, et cette structure de retournement qui est assez forte. Donc tu vois, t'as un niveau de support, on lâche, on fait une structure de retournement ici, qui est pas nécessairement retestée, ou peut-être qu'elle a été retestée ici, et donc aller la chercher, faire un truc comme ça et la rechercher, moi personnellement c'est une zone qui m'irait bien pour genre je sais pas, en acheter là, mettre mon stop là et genre viser un nouvel ATH, tu vois, par exemple. C'est pas impossible. Mais voilà, en tout cas, genre je pense que des retracements, enfin j'irai pas mettre ma main à couper que les retracements sont terminés. Je dirais même que là pour l'instant je trouve le marché assez faible et c'est impressionnant de voir BTC tenir dans ces conditions-là. Donc est-ce que c'est le début d'une décorrélation, même si on est de moins en moins, enfin, on a été très corrélé à un moment, mais là, on l'est un peu moins. Mais je fais ces simples observations, tu vois. Franchement, je trouve que la macro, actuellement, tu vois, autant il y avait des périodes où j'étais assez optimiste graphiquement, etc. Mais je sais pas si tu t'en souviens, le dollar, à partir du moment où on était là, qu'on a récupéré ce niveau ici, c'était le 25 juillet, j'en avais parlé. J'ai dit, franchement, à partir du moment où on récupère ce niveau-là, je vois, enfin, je suis pas bear sur le dollar, je pense qu'on peut pump. Et c'est sur le 25 juillet, d'ailleurs, le S&P a continué de pump, je crois, non? Ah non, c'était le top absolu, voilà. Donc, et d'ailleurs, quand on était ici, je vous disais que c'était le dernier niveau. Donc, voilà, moi je regarde tout ça et je pensais que ça allait être plus utile que ça sur tout ce qui était analyse graphique des cryptos, etc. Alors, on peut quand même dire que bon, globalement, entre le 25 ici et avant, bah, globalement, c'était la fenêtre où on a top sur le S&P et qu'on a bottom sur le dollar. Et c'est là où on a eu le top sur BTC. Donc, ça a été quand même utile. Mais, voilà, à court terme, en ce moment, enfin, je dirais que c'est plutôt corrélé à moyen terme, mais décorrélé à court terme en ce moment. Peut-être pour terminer sur ce que je regarde vite fait sur les alts, RLB était extrêmement déçu. Je pensais qu'on allait tenir ce niveau-là ici, donc j'ai acheté, j'ai mis mon stop là, je me suis fait stop, je visais bien plus haut, j'ai été stop, je suis sorti. Peut-être qu'on aura quelque chose de sympa ou quelque chose de, voilà, qui me donnera envie de rentrer sur le rollbit, mais pour l'instant c'est pas le cas. BNB, voilà, toujours décevant pour l'instant. On a retesté ce gros niveau de support ici en tant que résistance une fois et là encore une autre fois. On est sur le point de clôturer rouge, donc pas ouf. SFP, dans lequel j'avais pas mal d'espoir, qui rangeait depuis quasiment 500 jours. On est passé au-dessus du niveau, et puis derrière, on a fait quoi? Hop, petite déviation. Et on reteste encore une fois cette zone ici en tant que résistance, et on est sur le point de changer la dynamique daily, de creux de plus en plus haut et de sommet de plus en plus haut. Donc là, on a possiblement un retournement sur le SFP. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que on retourne en bad range, suite à un retest du haut de range et une déviation. En général, on va chercher là-bas en opposé, à savoir le bad range, donc ça m'étonnerait pas qu'on dump bien fort sur le SFP. Je dis pas ça parce que j'ai long et je me suis fait stop break even. Hein. Je dis juste ça parce que justement mon invalidation était claire et que là, pour l'instant, j'ai pas trop de conviction. On a la FTT qui reprend des forces, mais bon, enfin, si je devais regarder ça froidement, je vois qu'on a retracé quasiment toute la hausse et donc c'est une bonne localisation pour défendre ce lot. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette zone ici? On est en train de marquer des structures de retournement, à savoir des W. En tout cas, on a cassé une sorte de range. Après, bon, en ayant toutes les données, personnellement, j'ai pas trop envie de spéculer sur le FTT. Kaspa qui m'a pas mal impressionné. Je pensais d'ailleurs qu'il allait prendre beaucoup plus cher. Au final, il était en capacité de faire un nouvel ATH, ce qui est très fort dans ces conditions de marché-là. Et donc, personnellement, je suis en train d'ailleurs, oh, sympa ça. Je suis en train de surveiller une opportunité pour rentrer longue et continuer à jouer la découverte de prix. Parce que je pense que c'est pas impossible que ça continue. Personnellement, j'aurais bien aimé avoir un setup autour de cette zone bleue. Parce que c'était l'ancienne ATH et c'était vraiment la zone pivot, tu vois, cette première zone où on a eu du support ici sur ce gros dump et c'est une zone qu'on a retestée ici en tant que résistance, donc j'aurais bien aimé qu'on la retape ici, qu'on fasse un truc sympa. APT qui essaye de marquer un beau W pour casser cette trendline qui dure depuis l'éternité avec une divergence qui est assez folle pour le coup, puisque... Attends, c'était sur les 3 jours que j'ai vu ça? C'était sur quoi? Ouais, c'était en 12 heures. Tu vois que le prix fait que des clôtures de plus en plus basses, mais sur le RSI, on fait que des creux de plus en plus hauts. Et donc là, on est potentiellement sur le point de récupérer en plus de ça un niveau weekly. Un niveau weekly qui est plutôt clean, si tu me demandes. Je pense d'ailleurs qu'on peut le baisser ici, donc ça aurait fait un rebond parfait. Donc voilà, moi je réfléchis peut-être à prendre un trade sur Aptos. LTC qui reprend de la force sur le dernier support avant un all-time low, IMO. Et donc ça c'est plutôt cool. J'ai pas vraiment de setup de long là pour l'instant. ING,
INJ, j'attends toujours une consultation et un beau setup long pour viser les highs ici. On doit aller chercher pour moi. C'est toujours ces highs à aller chasser. Voilà. Elrond, belle hausse, mais déjà décevant. XLM, on a retesté un énorme W, donc une énorme structure de retournement long terme en mensuel. Donc moi, je veux absolument voir cette zone verte tenir, mais pour l'instant, ça a l'air d'être un peu compliqué. Donc si jamais on glisse en dessous et qu'on repère cette zone ici en tant que support, pourquoi pas prendre un long. Mais pour l'instant, assez décevant. Link, qui est un des top performers, qui est toujours dans son range, qui a rebondi sur le bas de range, qui a toujours toutes ses liquidités à chasser, et qui arrive à se tenir dans cet environnement. Alors, perso, petite note. Ouais, vas-y. Termine. Link, j'ai un truc de noter, je maîtrise pas le sujet à 100%, mais tu sais, ils ont mis en place un protocole qui s'appelle CCIP pour la communication cross-chain et compagnie. Tu as un Dune Analytics où tu peux voir les revenus générés par le protocole et ça brasse quelques dizaines de milliers de dollars par jour, semaine. Hein. Ok. Donc c'est très intéressant, ça veut dire que c'est un protocole qui génère du rendement et qu'on peut visuellement voir ce qu'il brasse. Je te laisse reprendre. Donc Link, moi je surveille toujours. Pour autant, là on est en milieu de range, donc acheter au milieu d'un range ça m'intéresse pas. J'ai pas eu le setup que je voulais ici. Personnellement, je voulais qu'on aille chasser sous ces lots. Donc, moi je voulais voir un truc comme ça, et là long, ici. Et là j'aurais forcément long, mais pour le coup je l'ai pas fait. Donc voilà, ça fait partie du jeu, mais j'ai pas eu le setup que je voulais. Je pense toujours qu'on ira chasser ces highs. Je sais juste pas quand, si on va encore consolider. Et voilà. Mais je pense que si on fait un truc comme ça et que derrière on repart et qu'on casse ce high, je pense que je tenterai ma chance avec un stop, genre un truc comme ça ou comme ça, dans l'espoir que j'ai le timing et que ça pousse, parce que je pense que le risk-reward est assez intéressant et que mon stop-loss, il peut être à la fois sur le prix mais à la fois sur le timing, parce que si on me donne pas rapidement ce que je veux, je peux sortir. AKT, moi je suis plus du tout dedans, mais j'étais rentré là et j'avais TP là, et j'étais sorti au final là, donc je suis sorti en moyenne genre là. Pour le coup, il donne toujours. Je pense qu'on a eu toute la narrative IA. Est-ce qu'elle est en train de mourir? Je sais pas. Maker, toujours aussi fort. On n'a pas fait de nouveau high, mais si jamais on a un petit retracement ou quoi, genre peut-être un retest à ce niveau-là, un retest de ce niveau ici, nous a servi de support et de résistance ici. Pourquoi pas essayer de jouer justement une petite chasse de ces highs, voire une poursuite aussi. Mais Maker, je le trouve très très fort. C'est une des seules cryptos qui se tient bien et qui a vraiment une structure idéale. Qu'est-ce que j'entends par structure idéale? C'est on règle tout le monde. Et là, on fait une structure de retournement en weekly et en monthly. Donc ça, c'est un signal très très puissant. On reteste parfaitement ce niveau-là, qui est donc la ligne de coup de ce W weekly et W mensuel. Et pour l'instant, on a la force qui semble nous mener vers un nouveau high. Donc pour moi, tout retracement est une opportunité de longue. D'ailleurs, je mets mes alertes maintenant. Ça me servira. Et dans le cas où on commence à enfoncer sous ce low, qui est concrètement le retest de cette structure de retournement long terme, à savoir ce W, si on commence à repasser en dessous, je pense que ça pue énormément, parce que voilà, on a eu un retest rapide. Pour moi, on ne doit pas retester ce niveau-là, on l'a déjà retesté, on doit push, parce que là, on est dans une dynamique qui est haussière, et je vois pas l'intérêt techniquement de retester ce niveau-là, très honnêtement. Donc si jamais on a des petits retracements vers ici, je pense que je prendrai un achat avec un stop ici, pour derrière pousser plus haut. Donc vraiment, Maker qui est vraiment intéressant, je le mets dans une couleur différente d'ailleurs. Faites que je surveille toujours. Ce petit bottom là, cette petite chasse, elle me plaît bien. Si jamais on a davantage de retracement et une belle structure de retournement ici en W, je pense que j'achèterai ici pour viser un retracement ici, voir la chasse de ces highs, voir beaucoup plus haut. Mais voilà, faites toujours dans mon radar. LPT, j'attends toujours un retest de cette zone verte ici, qui était le gros niveau weekly, en dessous duquel on a fait une déviation sous forme d'un W daily. Donc si jamais on reteste ici, c'est la zone idéale pour préserver et défendre ce bottom. Si jamais ça casse, ça casse. Donc on n'y est pas encore, mais on s'en approche. Rune, je voulais prendre un long ici. Je l'ai pas pris. Je pense que Rune fait partie aussi des élus qui peut être assez intéressant. Je pense qu'on ne doit pas retourner en dessous de ces lots ici. Donc si jamais j'ai quelque chose d'assez intéressant ici, je regarderai. Je me mets une petite note. WLD, donc WorldCoin. Pour le coup, qui est en belle tendance haussière 4 heures. On peut mettre notre belle petite EMA. On les défend parfaitement en 9 heures. Donc moi personnellement, j'aimerais bien que en fait on aille chasser au-dessus de cette mèche et au-dessus de cette mèche,
et qu'on en profite pour chasser au-dessus de ces highs ici, et qu'on fasse un truc comme ça, et derrière on aille retracer en dessous de tous ces lows ici. Donc moi personnellement j'aimerais bien que ici on a une belle zone de résistance, qu'on chasse toutes ces mèches et qu'on réintègre en dessous. Donc, il faut faire une sorte de déviation au-dessus de ce niveau des 1.75, 1.8, et derrière, voir un changement de dynamique, un changement de structure avec des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas pour derrière shorter et viser tous ces lows. Pour l'instant, je pense qu'on peut encore short squeeze un peu plus haut. Et Solana, qui est en train de retester ce niveau des $20 environ, qui nous servait de support ici à de maintes reprises. On a glissé en dessous, on est dans la zone idéale pour défendre ce lot. Si jamais j'ai davantage de force, pourquoi pas long. Mais pour le coup, on n'a pas chassé ce high avec ce high. Donc je pense qu'il peut y avoir un peu plus de fuel pour pousser plus haut. Donc si jamais on a un retournement, qu'on chasse sous ce lot, et que j'ai une structure de retournement ici, dans le time frame, je pense que j'irai long pour au moins viser probablement ces highs. On verra. Donc voilà un petit peu pour tout ce que je surveille. Je pense que j'ai été assez exhaustif aujourd'hui. J'espère que ça c'est resté intéressant, que je vous ai pas tué. Non, t'inquiète, voilà, on m'a donné du poulet dans le chat. Point un petit peu différent d'habitude, en tout cas. Yes, j'ai bien aimé la partie tradi et la petite discussion aussi sur ce qu'on pense du marché. Énorme morceau de poulet. On me dit, ouais, t'as vu la date du mainnet de Celestia? Je dis, bah non, je suis pas au courant. Il m'envoie une interview, il me dit, bah le créateur de Celestia, il vise fin octobre. Donc je vais sur Google, mainnet Celestia, pas une annonce, rien. Comme je suis en session live avec toi, Léo, je pouvais pas me permettre de regarder l'interview. Donc j'ai demandé à ChatGPT. Et effectivement, pour fin octobre, je vous laisse regarder l'interview, mais apparemment... On peut toujours pas spéculer d'une manière ou d'une autre sur Celestia. Il n'y a pas de jeton. Il n'y a pas de jeton. Donc du coup, mainnet Celestia, très attendu. Faites-en ce que vous voulez. Est-ce qu'on passerait pas sur les petites actus, Capette? On va passer par les actus, mais avant d'enchaîner directement sur le Coin Hebdo, enchaîner sur plein de dingueries. J'ai envie de vous régaler avec des dingueries, alors c'est parti. Hop, c'est pas la webcam que je voulais couper, c'est mon écran que je voulais afficher. Quand même totalement différent. Donc du coup, l'interview Celestia en question, du coup, qui a 400 vues, qui est à Séoul, qui est sous-titré en coréen, le truc est impinable. Mais visiblement, si vous vous amusez à sous-titrer et à écouter l'interview, il parle d'une visée pour fin octobre pour Celestia. Tout le monde est en train de parler de Celestia en ce moment chez mes séries, donc je pense que ça colle de toute façon. Et puis pour ce qui est du token, peut-être plus tard, peut-être qu'ils vont lancer un mainnet sans token dans un premier temps. À surveiller, en tout cas. Bref, du coup, on va commencer par une première dinguerie. Est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire du Fat Finger? Est-ce que ça te parle, Léo, le Fat Finger? Moi, ça me parle. Bon, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, ils avaient des algos de trading automatisés à haute fréquence pour faire du market making ou autre chez Alameda. Alameda qui était le fonds d'investissement de FTX. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que généralement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils passaient quelques trades manuels pour réajuster l'algo de trading haute fréquence. Et il y a eu une erreur de la part d'un des employés d'Alameda sur une vente de Bitcoin où en fait, il s'est mis à vendre au marché des dizaines de millions de dollars, je crois, de BTC. Ce qui a complètement fait s'écraser le prix du BTC. À l'époque, sur certains carnets d'ordre, on a vu le prix du BTC passer de 65 000 $ à 8 000 $ de façon quasiment instantanée. Donc ça a créé une panique et puis on était en top de bull run à cette époque. On parle de fin octobre 2021. À ce moment-là, on était les rois du pétrole, on allait aller au Solana Breakpoint, on était riches, on était beaux, on était trop forts. Bref. Et ça a été un des catalyseurs du début du bear market. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a eu un thread Twitter du coup à ce sujet d'un ancien employé. Se dire que, d'une, il n'y a pas de trigger de sécurité pour empêcher quelqu'un de vendre au marché des dizaines de millions de dollars d'un actif. Ça déjà c'est chaud. Mais c'est un truc très courant dans les entreprises, c'est que on met les process de sécurité seulement après que la faille ait été découverte. On se dit pas par mesure de sécurité on va mettre des triggers. C'est comme ça dans l'antifraude, c'est comme ça dans plein de trucs. Le deuxième truc qui est intéressant, c'est que avec quelques dizaines de millions de dollars en market sell, bon ça fait quand même une perte conséquente, tu secoues un marché. Donc une attaque ciblée d'Illuminati reptiliens
peuvent secouer le marché avec quelques dizaines de millions de dollars. On est loin des milliards de dollars de puissance de mining pour faire des attaques à 51%. Là, on parle d'un market sell sur le marché. Après, le truc, c'est que le faire de cette manière-là, enfin, genre, ça a été fait hyper soudainement et c'est pas un crash qui a duré, tu vois. Enfin, Ouais. en gros, c'était plutôt genre quelque chose qui a plus coûté au Fat Finger lui-même, donc à la personne qui essaie de manipuler le prix, que au détenteur, holder du jeton en spot, quoi. En tout cas, ça fait du ça la 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 la. Et le trade est assez long pour au final dire bon bah voilà, il y a un mec ou une meuf qui s'est planté chez Alameda et qui a tout foutu en l'air, mais j'ai trouvé cette petite dinguerie intéressante. Ensuite, avant d'enchaîner toujours sur les actus, on va continuer sur un petit peu de Fonda. Je me suis intéressé au marché de fees locaux de Solana. Donc Solana qui a un système de frais particulier qui est différent d'Ethereum et de beaucoup de chaînes. Vous savez, sur Ethereum, il y a un marché de frais globalisé où en fait, bah, plus il y a de demande, plus le prix pour faire passer la transaction augmente. Et si par exemple il y a de la saturation sur un smart contract, par exemple un mine de NFT ou autre, ça pénalise tout le monde. Solana a mis en place un mécanisme un petit peu différent, où en fait c'est un marché local qui se fait. En gros, l'idée c'est de se dire bon, bah, sur Solana tu as des contrats, donc tu vas avoir un contrat pour des DEX, pour une collection de NFT, peu importe. Et donc s'il y a une saturation de la capacité sur Solana, on va l'encapsuler seulement sur ce contrat, donc sur ce smart contract. C'est-à-dire que les gens vont devoir payer de plus en plus cher, mais uniquement pour exécuter ce smart contract, et ça ne va pas pour autant pénaliser les transactions classiques, type envoyer des fonds ou minter un NFT ou faire un swap dans le reste de l'écosystème Solana. Donc j'ai trouvé ça super sympa. Je vous avoue que j'ai pas la maîtrise exacte de ce que c'est une unité de calcul, mais j'imagine que c'est la même logique que le gaz sur Ethereum. Sur Ethereum, si vous voulez, il y a un gaz limite. Je vais essayer de vous le trouver. Le gaz limite, c'est quoi? On a défini une limite de gaz par bloc. Cette limite, on l'augmente avec des hard forks d'Ethereum. On pourrait mettre une limite beaucoup plus forte, mais l'idée, c'est que le réseau Ethereum n'implose pas. On met une limite, et puis une fois qu'on a passé cette limite, et ben les gars, vous payez plus cher. Et bah là, c'est pareil, on a défini une limite sur Solana. Donc, on a une limite globale pour un bloc qui est de 48 millions d'unités, avec une limite par contre par bloc de 12 millions. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça sature dans au moins 4 smart contracts pour foutre le bloc en l'air et que ça commence à faire, on va dire, une saturation généralisée du réseau Solana. Alors pourquoi je trouve ça très intéressant? Parce que d'un côté, on a Ethereum et Tezos et Binance et j'en passe qui vont dans une logique modulaire où on va scale avec des roll-ups, ou dans le cas d'Avalanche, on va scale avec des sous-réseaux appelés subnet, ou Cosmos avec des chaînes souveraines. Solana, c'est du monolithique, il n'y a pas de sous-réseau, il n'y a pas tout ça, mais pour éviter que ça implose comme on l'a vu plus tôt avec une blockchain qui s'arrête et qu'on doit redémarrer manuellement, eh bien on déplace les problématiques de cette façon. On a un système de marché local. J'en ai parlé à Abdel tout à l'heure, Abdel de Starknet, et il m'a dit qu'il trouvait ça intéressant, il connaissait déjà le concept. Il n'est pas garanti que ça créerait pas des nouvelles problématiques en sécurité, mais ça vaut le coup d'essayer, et puis peut-être que si ça marche bien, c'est quelque chose qui pourrait être implémenté dans d'autres blockchains. Mais ça, c'est une techno qui a été inventée par Solana, encore une fois. Alors, petite précision, moi j'adore Solana. Voilà, pour ceux qui connaissent pas trop l'émission, je suis très biaisé Solana, mais c'est... Non, jure. Oh, je suis choqué, sa mère, là. J'adore Solana, justement pour ce type d'initiative, tout simplement, à viser le monolithique. Ensuite, on a un rapport Messari gratuit sur Phantom. J'en parle pas souvent de Phantom, mais il faut savoir que après le bull run de 2017-2018, c'était un de mes chouchous sur le papier avec Solana, parce que justement, c'était un des premiers Layer 1 monolithiques où ça parlait vraiment de grosses performances. Au final, quand il est sorti, c'était assez sexy. On est sur une finalité des transactions inférieure à 1 seconde, traitement en parallèle des transactions, plusieurs milliers de transactions par seconde théorique, des frais extrêmement bas. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec Phantom? Ce qui s'est passé, c'est que la figure publique de Layer 1 Phantom, André Cronge, il a dit qu'il se barrait. Le token a plongé. Une fois que le token était au plus bas, il est revenu comme un prince.
Et depuis, Phantom, ça tire un peu la gueule. Hein. Quand tu vas sur CoinGecko, FTM est 68e, donc il se met bien en retrait par rapport à du Avalanche et du Solana, alors que c'était quand même un des prétendants au trône. Ça bouge pas beaucoup. Résumé très rapide de ce rapport gratuit par Messari. Donc s'il est gratuit, ça veut dire que très probablement, ils ont été commissionnés par la Phantom Foundation pour faire ce rapport. Je suis pas allé vérifier en bas, mais c'est généralement ce qui se passe. Je vais juste... Ah bah voilà. Ce rapport a été commissionné par la Phantom Foundation. C'est pour ça qu'il est gratuit. Bon. Tiens. Et franchement, le rapport nous dit qu'ils vont optimiser la chaîne. Ils vont faire une Phantom VM qui serait différente de l'Ethereum Virtual Machine pour avoir des transactions plus rapides. Pareil pour le stockage. Qui vont mettre en place de l'Account Abstraction, comme toutes les chaînes EVM, hein, comme Polygon, comme Ethereum, etc. Et franchement, c'est tout ce que j'en ai retenu. Ça ne me fait absolument pas rêver par rapport à beaucoup de blockchains où on essaie de mettre en place des choses. S'il y a un nouveau mécanisme de frais aussi où, par exemple, en tant que développeur, si tu mets en place un smart contract, et les frais qui vont être payés pour exécuter ce smart contract, il y en a une partie qui va remonter aux développeurs, comme sur Near Protocol et comme sur Starknet et probablement d'autres blockchains. Mais en tout cas, voilà, je trouve pas... C'est très technique, ok, mais pour un rapport qui est censé faire l'éloge de Phantom, ça m'a vraiment pas fait bander. Je trouve ça un peu inquiétant. Voilà, je tenais à vous le signaler. Ensuite, toujours dans le Fonda. On va faire du Fonda, puis les actus, puis du Fonda. Voilà, pour changer un petit peu. On a Gelato, pour ceux qui ne connaissent pas. Gelato, c'est une plateforme qui permettait de faire des smart contracts automatisés, notamment. Ça permettrait, d'ailleurs à Phantom, de pouvoir proposer sur SpookySwap, qui est un des plus gros DEX, je crois même que c'est le plus gros DEX de Phantom, de mettre en place des ordres limites sur les swaps pour avoir une expérience semblable à un DEX. D'ailleurs, tu vois, on a un carnet d'ordre TradingView. Un sexe, on peut faire au marché un sexe, ouais. Un énorme sexe, ouais. Des ordres limites, bref, semblable à une plateforme d'échange normale, quoi. SpookySwap, du coup, qui utilisait Gelato, et en fait, Gelato propose une nouvelle narrative pour son business model en plus de ce qu'il faisait déjà. C'est ce qu'on appelle du roll-up as a service. On n'en a pas beaucoup parlé dans les émissions Masterclass, c'était seulement dans des émissions chez moi. Je pense que, par question logique, si je te dis roll-up as a service, tu as compris à peu près le concept, Léo. C'est d'émettre des roll-up à la volée sans se prendre la tête. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la capacité de mettre en place... une techno optimistique ou de zk rollup, mais peut-être que tu as envie d'avoir ton propre rollup. Tu as différents projets qui proposent ça pour les nommer. Tu as Caldera, tu as Conduit, tu as Altlayer, tu en as plein. Et donc Gelato va proposer du rollup as a service sur base zk. Donc eux, ils appellent ça du zk rollup as a service. Et ce sera donc sur une base de... Comment ça s'appelle? Pardon, j'en perds les mots. De Polygon ZK EVM et de ZK Sync. Donc, une personne pourra émettre un petit roll-up pour tester très probablement gratuitement. Généralement, ça se passe comme ça. Et si jamais tu es une entreprise et que tu émets un roll-up qui commence à avoir du frais, et eux, ils vont être commissionnés. Soit tu vas payer un frais chaque mois, soit tu vas payer un frais tout de suite, soit tu vas payer un frais à la consommation. J'avoue que je ne suis pas allé dans le détail par rapport à ça, mais c'est quelque chose qui va se faire de plus en plus. Voilà. Donc, Software as a Service, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tu développes un logiciel. Ce logiciel, tu l'héberges généralement sur une infrastructure technique. Et ensuite, tu vas avoir des entreprises qui ont besoin de ton logiciel et tu leur dis, soit moi, je te gère l'infra technique et je te mets à disposition mon logiciel et tu me payes un frais mensuel plus tu me payes une prime à l'entrée. Soit tu viens l'héberger chez toi et tu me payes juste une fois et voilà. C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans le paiement. Et c'est un modèle qui vient s'adapter dans la blockchain. Voilà. Ensuite, on a RISC0 qui a fait une annonce. Elle n'est pas tout à fait fraîche, mais je ne l'avais pas vue passer avant. Voilà, elle était au 22 août. Donc, RISC0 qui est une plateforme qui va permettre d'émettre des ZK Rollup à la volée en se basant sur l'architecture RISC-V. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas RISC-V, je crois, oui, ça se dit RISC-V, pas RISC-V. RISC-V, c'est un nouveau jeu d'instruction totalement open source. Donc, je vais vous parler technique très rapidement, vous allez vite comprendre. Sur votre ordinateur, vous avez généralement un jeu d'instruction x86. C'est ce qui avait été mis en place avec les processeurs Intel à l'époque. C'est un jeu d'instruction qui a été mutualisé chez plein de processeurs pour plein d'ordinateurs modernes. On passe de plus en plus sur des jeux d'instruction avec processeur ARM. L'ARM, c'est ce que tu vas trouver dans ton téléphone, par exemple, ou dans les nouveaux MacBook. C'est des processeurs qui consomment moins, qui chauffent moins et qui ont un refroidissement passif. Mais dans les deux cas, x86 ou ARM, ça a été mis en place par des entreprises et tu dois payer des royalties de zinzin pour pouvoir les utiliser. L'avantage du RISC-V, c'est qu'en fait, c'est open source. Donc, tu peux te servir dans ce jeu d'instruction sans payer de royalties et tu peux, par exemple, créer ton propre processeur
coprocesseur hardware en te basant sur RISC-V sans avoir à payer qui que ce soit. Donc RISC-0 s'est lancé dans cette aventure pour proposer des roll-ups compatibles RISC-V. Et voilà, je sais que c'était un petit peu technique. Et donc, tu peux en fait émettre tes propres preuves ZK en te basant sur RISC-0. Et là, ils ont mis en place un truc qu'ils appellent ZK-VM, où en fait, tu vas pouvoir faire une ZK EVM de type 0, c'est-à-dire totalement semblable à l'environnement total d'Ethereum. Donc, le consensus, l'exécution, le data availability, etc., etc. Encore une fois, c'est extrêmement technique. On en a déjà parlé sur Khan-Academy, je crois, les différents types de ZK EVM. Je pense qu'on va voir un article de Journal du Coin en premier. Voilà. Ensuite, on a le nôtre. Voilà, je vais prendre les copains de JDC qui ont fait un super article basé sur le blog post de Vitalik, où en fait, tu as plusieurs types de ZK EVM et plus tu viens chercher à reproduire ce qu'est Ethereum, plus tu es proche du type 0, ou alors tu proposes du type 0, et plus tu t'éloignes de ce qu'est Ethereum, et plus tu vas avoir de performance. Et donc RISC-0 propose d'émettre des ZK EVM de type 0, donc de pouvoir très facilement reproduire l'environnement Ethereum. Et c'est là où on arrive dans ces logiques de coprocesseurs, etc., où en fait on va pouvoir apporter beaucoup de valeur à Ethereum de plus en plus, de façon asynchrone avec Ethereum, donc sans prendre la tête à Ethereum, sans saturer Ethereum. Donc c'est un sujet que j'apprends à creuser encore, que ce soit RISC-0, les coprocesseurs type Axiom, Herodotus, etc. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et on va en parler beaucoup dans les prochaines émissions et pendant le prochain bull run, c'est que jusqu'à présent, un smart contract, son exécution a un coût en bande passante, en processeur, en carte graphique, en tout ce que vous voulez. Donc très souvent, on a des applications décentralisées qui sont limitées par ce coût. Et grâce justement au coprocesseur, on va pouvoir exécuter des smart contracts du coprocesseur qui vont reproduire ce qu'est capable de faire Ethereum ou aller chercher des données sur Ethereum, des données historiques pour faire des applications beaucoup plus complexes. Je te dis par exemple, j'ai besoin de savoir à partir de l'adresse publique de CryptoPixu, à quel moment très exactement il a fait sa première transaction dans l'histoire, c'était quel bloc, c'était une transaction de combien. Eh bien, au lieu de tout rembobiner sur Ethereum et ça va coûter un coût monstre, eh bien, on va décharger la charge sur un coprocesseur. Donc ça, c'est un des types d'usage des coprocesseurs et ça va permettre encore une fois de l'exécution beaucoup plus complexe. On va faire une pause sur la technique. Voilà, on en était là. Je vais mettre un marqueur et on va passer sur de l'actualité si vous le voulez bien, parce que là, je ne fais que parler. C'est un cours magistral et ça doit vous prendre la tête. Non, ouais, je trouve c'est intéressant. Je trouve que c'est bien justement d'avoir un petit peu de voir des choses qu'on voit pas d'habitude, tu vois, tout simplement. Enfin, c'est pas des trucs dont j'entends parler sur les autres streams, je sais pas, chez Asher, chez JDC. Ce sera que YouTube chez ou quoi Sam, que ce soit, tu vois. Sam de JDC en France. Ouais. Et encore, enfin, dernièrement, il traitait moins de sujets comme ça, donc ouais, je trouve que ça change, ça fait du bien. Et bah écoute, tant mieux. Voilà, le Fonda se dessine. On me posait la question tout à l'heure dans le chat, comment je fais mes devoirs pour voir un petit peu quelles sont les nouveautés. J'ai rien à vous cacher, hein. Pourquoi je suis pas Messari, c'est bizarre. Je crois que je follow, unfollow, parce que des fois il spam avec des conférences dont j'ai absolument rien à cirer. Mais je regarde les rapports Messari, je regarde les tweets de Messari, les threads Twitter relayés par les employés de Messari. Je vais également sur Binance Research qui propose des analyses, voilà, sur le marché. Et en fait, franchement, tu fais le tour de Messari Binance Research, tu as déjà des grosses narratives. Tu n'as pas toutes les narratives, mais tu as des grosses narratives. Coprocesseur versus séquenceur, c'est deux métiers différents. C'est deux métiers différents. Le coprocesseur, d'ailleurs, irait plus faire une concurrence à des oracles que des séquenceurs, je pense. Ça se réveille sur BTC, on me dit. Ça se réveille. Ensuite, l'actualité. Vous êtes prêts pour l'actualité? C'est parti. Si vous nous écoutez sur YouTube, il faut s'abonner maintenant. On va aller chercher les 10 000 abonnés avant la fin d'année, s'il vous plaît. On va liker, commenter. Allez, j'arrête de vous embêter. Let's go. Alors, déjà, Ethereum, faux départ pour le testnet Oleski. Vous le savez, vous avez le mainnet Ethereum, donc c'est Ethereum que tout le monde utilise. Et ensuite, tu as des environnements pour les développeurs pour faire des essais. On a déjà 2 testnets en place qui s'appellent Goerli et Sepolia.
Et en fait, ils allaient lancer un nouveau testnet appelé Oleski. Ils se sont complètement plantés dans les fichiers de configuration du testnet. Donc, lancement raté et repoussé de 2 semaines. Donc, la question, pourquoi un nouveau testnet? On en avait déjà 2, pourquoi un 3e? Eh bien, tout simplement parce que les testnets précédents étaient mobilisés un nombre limité de validateurs. Tandis que ce nouveau testnet est capable de gérer jusqu'à 1,4 million de validateurs théoriques, en sachant qu'Ethereum actuellement a 810 000 validateurs. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est que plus tu as de validateurs répartis un petit peu dans le monde avec du hardware différent, des connexions Internet différentes, etc. Et plus ça va... excuse-moi, je perds mes mots. T'inquiète. Plus tu as de validateurs, plus tu as de validateurs et plus ça peut créer la zizanie potentiellement sur le réseau, des bugs, ce genre de choses. Donc si tu veux reproduire des cas spécifiques sur Ethereum, eh bien à ce moment-là, il faut tout simplement essayer de reproduire un testnet semblable à celui d'Ethereum, et c'est ce qui va être fait avec Oleski. Ensuite, on a Binance qui veut relancer les futurs en France avec une structure dédiée. Alors, j'ai trouvé cette partie d'article très intéressant. Tu le sais mieux que personne, Léo, ils ont coupé les futurs en 2022 à la demande de l'autorité des marchés financiers, parce qu'au début, l'autorité des marchés financiers voulait limiter les leviers à x2 ou x3. Puis au final, ils ont dit à tout le monde, mais en fait, coupez tous les leviers, probablement pour des raisons légales. Et là, on apprend en fait que Binance, qui a établi une division qui s'appelle visiblement Binance Future, a déposé une demande pour l'accord de prestataire de services sur investissement. C'est-à-dire qu'en fait, les futurs, ce serait un produit financier différent des cryptos. Donc, il faudrait une licence spécifique pour ça. Cette licence, c'est prestataire de services sur investissement. Donc, si tu as un exchange et que tu veux proposer des futurs, je pense qu'en toute logique, il faut que tu sois PSAN et prestataire de services sur investissement. Il y a une vidéo très bien, qui est la vidéo juste en dessous, qui est extraite d'une de mes interviews avec notamment le CEO de Bitstamp, pour ceux qui connaissent pas. C'est un des exchanges les plus réguliers en Europe et qui vont justement, eux, proposer des futures. Ils travaillent sur proposer des futures et qui m'expliquaient que justement, il fallait des licences très spécifiques pour offrir ce genre de produit et que c'était pas des licences... avoir le PSAN, ça ne suffit pas. Incomplet. Il faut être enregistré et avoir une licence au niveau européen pour ça. Et faut être limite régulé comme des courtiers pour la TradFi, etc. Donc c'est un niveau encore au-dessus. Et voilà, dans la vidéo, il en parle parfaitement. Donc vraiment, je vous invite à checker la vidéo. Voilà, elle est dans l'article du Coinedo que je vous laisse dans les premières lignes de cette description YouTube. Ensuite, on a MTGOX qui repousse encore le remboursement de ses clients d'1 an. Donc on a plus de 10 000 clients qui ont claim leur BTC pour un total de 142 000 bitcoins, soit 3,8 milliards de dollars. Ils pensaient revoir leur argent pour le 31 octobre 2023. Et désolé, ce sera pour 2024. La justification, je ne l'ai pas lue. Tout ce que je peux dire, c'est que ça ne s'arrêtera jamais. C'est un cauchemar. Un cauchemar pour les investisseurs. Peut-être qu'il y a une volonté que tout se débloque avec un halving, un nouveau président américain, une année 2024 magnifique après une récession économique. Ensuite, la fondation Optimism vend... Ah, voilà une dinguerie. On avait dit qu'on allait avoir de la dinguerie pendant cette émission. La fondation Optimism vend des jetons Optimism pour 157 millions de dollars sans passer par la DAO. Bon voilà, tout simplement, ils avaient des jetons à liquider, ils l'ont fait en OTC. Apparemment, il y a eu 7 acheteurs. Nous n'avons aucun détail et ils n'en communiqueront pas. Voilà. Donc, décentralisation jusqu'à... Ils l'ont dit exactement ça? Donc, oui. Privé. Oui. Ils ont fait une communication. Ils ont répondu à un tweet. Là, je ne l'ai pas sous la main, mais ils ont répondu à un tweet où ils disent tout est privé et c'est comme ça. C'est pas la première fois qu'ils font des dingueries, non? Ouais, il y a toujours des histoires comme ça. Je retrouve pas le tweet. Bref, excusez-moi. En sachant qu'il y a une info qui peut vous intéresser, sachez aussi que cette semaine, si je vais plus bas dans l'article, on en parle dans l'actu en bref, ils ont annoncé un 3e airdrop. Optimism annonce un nouvel airdrop de 26 millions de dollars. Et nous, on explique qu'il leur reste encore 570 millions de jetons Optimism alloués pour des futurs airdrops. Ça veut dire qu'ils vont continuellement faire des airdrops sur Optimism. On ne connaît pas les conditions. On sait juste que pour ce 3e airdrop, c'était un petit peu plus compliqué, qu'il fallait faire de la délégation, participer à la gouvernance, etc. Mais en tout cas, si vous avez de l'Optimism, ça peut valoir le coup de participer à la gouvernance dans l'espoir de choper d'autres jetons gratuits sous forme d'airdrop. Ensuite, donc, la fameuse histoire de Binance se prépare à lister tous les stablecoins. Donc, on va démystifier tout ça, s'il vous plaît. En gros, c'est juste que si MiCA, tel quel, est imposé, il y a des règles par rapport aux stablecoins et ces règles indiquent que si tu veux émettre des stablecoins pour toucher une clientèle européenne, il faut que ce soit des stablecoins émis en Europe avec des conditions européennes. Donc, j'imagine, par exemple, j'ai pas le détail en entier, mais la logique voudrait que tu t'appelles Tether au Circle, tu viens ouvrir un QG
en Europe. Et si tu as des dollars, il faudrait que ces dollars peut-être soient stockés dans une banque en Europe, et pareil pour des euros, etc., que ça se passe sur le territoire européen, à la manière du stockage des données, où tu sais, il faudrait idéalement que une école de la République française utilise des services français type OVH pour les données de ses citoyens. Bah là, ça s'appliquerait à la monnaie. Et donc, en fait, le souci, c'est que si les règles passent telles quelles, bah potentiellement, il y a un gros paquet des stablecoins qui vont partir à la poubelle. Je parle des stablecoins centralisés, bien sûr. Parce que tu prends le Tether, ça va être dans des banques à Hong Kong et compagnie. Tu prends le Circle, je sais pas où c'est host, mais c'est quasiment sûr que c'est pas en Europe. Tu prends le nouveau stablecoin, la FY machin, pareil, ça se passe à Hong Kong et compagnie. Personne stocke en Europe. Alors après, j'imagine que les euros et les stablecoins dollars, peut-être qu'il y aura un délisting de certains stablecoins pour la clientèle européenne en tout cas. Donc affaire à Il y suivre. a quelqu'un qui disait il y a un retour dans le casque, je comprends pas. Je sais pas, mais je crois on avait perdu un petit bout de viewer tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a eu un problème avec Twitch ou un truc Ok. comme ça, je sais pas. Ça marche. Ensuite, j'enchaîne. FTX attaque en justice les parents de SBF. Alors, celle-là, elle est pas mal comme dinguerie aussi. En gros, déjà, on a vu passer une histoire comme quoi le papa de SBF a adressé un mail à son fils pour lui dire « Gee, Sam, je ne sais pas quoi dire. » Pourquoi il a dit ça? Bah, c'est très simple. Le papa de SBF était payé 200 000 $ à l'année et apparemment, il avait vu comme quoi il devait toucher 1 million de dollars à l'année. Donc, quand il a appris qu'il allait n'en toucher que 200 000, il a pété un plomb. Il a dit à son fils « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Je vais en parler à ta mère. » Putting Barbara on 10. Donc, c'est sa mère. Hein. Donc, ça, c'est une des premières dingueries. Donc, déjà, un gros salaire. Il y aurait eu apparemment des petites magouilles aussi pour recevoir des fonds sous forme de donation. Donc, le dossier judiciaire mentionnait également la propriété Blue Letter, acquise pour plus de 18 millions de dollars et des transactions financières complexes orchestrées par Joseph, donc le père, y compris un don de 10 millions de dollars provenant d'Alameda. Donc, un petit don de 10 millions. Tiens, papa, serre-toi. Du côté de la mère, on apprend qu'elle est accusée d'avoir dirigé les stratégies de contribution politique de Sam Bankman-Fried et canalisé les fonds importants vers des causes soutenues comité d'action politique. Donc, il a deux parents extrêmement intelligents qui s'y connaissent en manipulation et en politique, et ce seraient apparemment les parents qui auraient dit à leur fils « Va arroser les républicains là-bas, va arroser les démocrates là-bas, corromps. Comme ça, on va pouvoir monter les échelons. » Donc du coup, ils ont réussi à tracer des flux financiers. Maintenant, ils attaquent en direct pour essayer de récupérer les millions à gauche, à droite. On a sorti une actu, d'ailleurs, cette semaine, on a vu l'université de Stanford qui a remboursé des millions à FTX. C'est trop une famille de fous. Hein. Ah, c'est une famille d'Illuminati. C'est une famille d'Illuminati. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre. On ne saura pas tout. Parce que si on savait tout, je pense qu'on pèterait les plombs. Mais on a déjà des trucs intéressants. Voilà pour les actualités. On va pouvoir enchaîner par du Fonda, encore une fois. On m'a fait passer une info tout à l'heure, je ne l'ai pas lu de fond en comble, mais il y a Injective Protocol qui met en place de l'EVM et de la Solana VM sur son écosystème pour pouvoir avoir de la composabilité parfaite avec l'Ethereum Virtual Machine et la Solana VM. Ce qui fait que tu as un vrai pont entre l'écosystème Cosmos, l'écosystème Solana et l'écosystème Ethereum. Et là où je trouve ça très intéressant, Yoboura, c'est que en fait, Injective, à mon avis, ils savent ce qui se passe sur Cosmos, ils voient DYDX d'un côté, ils voient CNetwork d'un autre, et ils se disent, nous, on va pas se laisser dépasser par la tech. On avait vu CNetwork qui dumpait l'écosystème Solana avec son roll-up Nitro. Injective, avec son partenaire Caldera, va proposer de la Solana VM. Caldera que je maîtrise pas trop, mais il me semble eux aussi que c'est un système de roll-up as a service et qu'on en parlait tout à l'heure. Donc très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, bon, Upside ZK, eux c'est du roll-up as a service ZK comme Gelato. Ça j'en ai parlé. On a vu également Eclipse qui a introduit le mainnet de son roll-up. On parle beaucoup de roll-up aujourd'hui. Et d'ailleurs ça fait une discussion intéressante pour les spéculateurs qui nous écoutent. Question pour le chat de Capet et de Picsou. Est-ce qu'on a des spéculateurs ici? Et si oui, est-ce qu'on a des ex-investisseurs ou futurs investisseurs de Solana? Je vous laisse répondre. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais juste voir un petit peu s'ils sont réactifs dans le chat. Il dorme. Mais il y a peut-être un délai. Ex, oui. À fond Solana j'y pense. Holder de Solana. Silence radio. Oui, yes. On en a quelques-uns. Bon, en fait, la réflexion, elle est simple. Ethereum a réussi à se rendre absolument indispensable sur le marché de par sa position avant-gardiste, déjà d'une part, parce qu'ils sont là depuis 2014. Pensé depuis 2014 et mis depuis 2016 de mémoire, 2015-2016. Deuxième crypto-monnaie au monde, énormément de flux de transactions, etc. Et aujourd'hui, Ethereum,
Ça sert à plein de choses, ça sert comme collatéral pour les protocoles DeFi, ça sert comme chaîne pour exécuter les smart contracts, plein de trucs. Solana arrive avec pas mal de retard, puisque ça s'est lancé en 2020, le mainnet. Dans la même logique, c'est de faire de la machine virtuelle extrêmement rapide, à la manière d'Ethereum. En fait, Solana, c'est un Ethereum bis. Pourquoi je vous parle de ça? Dans cette logique des roll-up, l'idée, c'est que tu as une blockchain en surcouche, parce que un roll-up, un layer 2, c'est une blockchain. C'est une blockchain qui vient batcher sur l'autre transaction pour les écrire sur une blockchain principale. Eclipse, j'imagine qu'ils vont avoir leur propre jeton. Aujourd'hui, ils ont choisi de prendre Solana comme VM en surcouche d'Ethereum parce que Solana, c'est rapide. Mais le truc, c'est que tu n'utilises pas le jeton Solana pour utiliser Eclipse. Tu vas payer des gaz Ethereum pour potentiellement exécuter tes transactions sur Eclipse. Parce que pour le moment, ils disent que le gas token d'Eclipse, c'est l'Ethereum, mais peut-être qu'un jour, ils vont nous inventer un jeton Eclipse, je sais pas. Mais en tout cas, tu n'utilises pas Solana. Donc, dans un monde où Solana a inventé une superbe tech d'exécution, mais que cette tech d'exécution, on peut la déporter ailleurs, le jeton Solana, il sert à quoi? Il sert à rien, en fait. Parce qu'au final, tu as la force de Solana, c'est-à-dire son exécution et sa vitesse, mais la sécurité, elle se fait au niveau d'Ethereum. Pourquoi je vous parle de ça? Oui, c'est de l'open source, tout le monde se sert, ça sert à ça. Mais méfiez-vous avec cette histoire de roll-up. Si vous, comme moi, vous aimez beaucoup Solana, peut-être que des roll-ups Solana sur Celestia, sur Ethereum et compagnie, ça va tuer Solana. Parce qu'au final, si Solana ne va pas être capable de rassurer les investisseurs, les créateurs, etc., de par sa décentralisation, sa sécurité, etc., et qu'ils vont aller taper dans des roll-ups ailleurs, le Solana ne sert plus à rien. Et ça va être pareil pour beaucoup de Layer 1. Parce que Solana a sa propre VM. Mais Avalanche propose des VM type HyperSDK, etc. Mais pour le moment, Avalanche, ça tourne surtout sur l'Ethereum Virtual Machine, tu vois. Donc bref, gardez ça en tête. Peut-être que Solana, tout simplement. Ensuite, je voulais vous montrer Dora. Va mourir en étant adopté, c'est ça? Ouais, exactement. Ensuite, je voulais vous montrer Dora. Bon, c'est un block explorer alternatif à Etherscan. Tu vois pas tout, mais il est sympa parce qu'il te permet de voir très rapidement combien il y a sur le wallet, le nombre de transactions, le nombre de NFT, l'activité. Très rapidement, les jetons ERC20 qui sont hold, parce que des fois, tu as accès à une adresse et tu veux voir vite fait les NFT, tu veux voir les trucs à la va-vite. C'est sympa pour espionner. Tu peux voir les interactions aussi, avec justement le who, et on voit des petits pictogrammes, mais je pense que ces pictogrammes, ils sont générés par défaut, mais que tu vas pouvoir les changer avec un autre protocole à la con. Mais voilà, ça te permet de visualiser un petit peu. Tout ça, je vous le laisse en description, bien sûr. La marketplace NFT de Solana, ça, c'est un autre sujet encore. Parce que les marketplaces NFT de Solana lisent des NFT Solana. Donc, quand tu crées un nouveau roll-up, il faut après mettre des NFT sur ce roll-up, ou alors les mettre sur Ethereum, en sachant que généralement les NFT, qu'est-ce que ça, NFT? Les 90% du temps, voire plus, c'est une image qui est uploadée sur IPFS, un protocole alternatif à HTTP et HTTPS. En fait, tu vas uploader l'image sur IPFS, qui est un protocole décentralisé. Ça va te générer une signature, une chaîne de caractères, et cette chaîne de caractères, tu vas la stocker sur la blockchain. Comme ça, au lieu de stocker une grosse image, tu vas stocker qu'une chaîne de caractères qui pointe sur des images. Donc, on te dit c'est décentralisé, mais c'est pas décentralisé sur la blockchain. Pas vraiment. Donc, mais ça existe aussi de pouvoir stocker les images. Mais tu peux stocker directement une chaîne, mais il faudrait des blockchains avec des gros blocs, quoi. Type Celestia. Ou avoir des images simples. Ou avoir des images simples, exactement. Après, oui, tu pourrais te dire, moi, NFT, j'ai la métadonnée sur IPFS que j'avais stocké sur un bloc Solana, je vais le déporter sur un bloc de Eclipse ou de n'importe quel... Mais les CryptoPunks, c'est on-chain, par exemple. Les CryptoPunks, c'est totalement on-chain. Les ordinals sur Bitcoin, c'est totalement on-chain, c'est le principe aussi. Mais c'est très rare. Oui, petit rappel, donc j'ai sorti la rediffusion de mon interview avec Abdel où on traite de très nombreux sujets sur la chaîne Capet Crypto que je vous laisse en description. Donc, qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? On apprend plein de trucs, hein. Franchement, petit banger, j'ai pris le temps de tout vous timestamper. Dans les grandes lignes, on va parler de proto-dank sharding, des risques de centralisation sur Ethereum, il y a deux dramas. On va vous parler de Starknet, naturellement. On va critiquer Avalanche, on va critiquer Cosmos. On va parler de Polygon Avail, qui est une solution alternative à Celestia pour stocker de la donnée, justement. D'ailleurs, ça ne s'appellera plus Polygon Avail, ça s'appelle Avail maintenant. On fait une critique à chaud du Layer 2, Layer N, qui est censé être un Layer 2 ultra puissant, futuriste, de la mort et tout. Et on termine sur une explication par Abdel des coprocesseurs Herodotus et Axiom. Donc autant vous dire que c'est très très enrichissant si vous aimez le Fonda.
On aura également une interview d'Ultra soon. Et sur la... Moi, j'ai aussi un petit banger à proposer, si jamais. Fais-toi plaisir. Alors hop, je partage mon écran. Oui. Pour ceux qui savent pas, sur ma chaîne, je viens aussi de sortir des petits contenus et tout. Un de ces contenus, c'est notamment l'interview de Luc Jodet, qui est partenaire chez Xange, en gros, Xange, c'est un fonds de 600 millions. Et en gros, ils ont attribué 80 millions pour les cryptos et le Web3. Et donc, ils investissent dans pas mal de boîtes, etc. Et du coup, globalement, la vidéo que je viens de sortir, qui est disponible ici directement, je vous mets le lien dans le chat. Hop, hop. Voilà, je vous ai mis le lien dans le chat normalement, vous me dites, ça devrait marcher. Et ben en fait, c'est une masterclass sur qu'est-ce que c'est le venture capital en crypto. Donc, qu'est-ce que c'est les VC en crypto, comment ils fonctionnent, comment ils investissent, sur quoi ils investissent, sur quoi lui personnellement il investit, qu'est-ce que c'est des due diligence, comment faire les due diligence, quelles sont les conditions d'investissement, comment certains builders peuvent être pris tout simplement dans des paperasses interminables lorsqu'ils lèvent de l'argent et que ça peut aussi les affecter. Quelle est la valeur d'un jeton qui est liquide et pas liquide? Est-ce que les VC sont assez transparents? Enfin, énormément de sujets. Donc vraiment, je vous invite à checker. J'ai vraiment kiffé faire cette interview. Je pense que c'est une des interviews les plus intéressantes que j'ai fait dernièrement. Ah ouais, à ce point? Les termes ont été dits, quoi. Okay. À partir du moment où si vous regardez les premières secondes de la vidéo, vous allez comprendre, globalement, il dit l'objectif final des VC, c'est de dumper sur le retail. Je pense que il n'a pas pu être plus clair. Et en fait, ce qu'il expliquait aussi, c'est que contrairement à des cycles traditionnels dans la TradFi, où en gros tu fais une boîte, tu lèves avec de la love money, ensuite tu fais une seed, enfin t'as une pré-seed, une seed, tu fais ta série A, série B, série C, tu finis listé, je sais pas, chez Euronext, donc une bourse européenne, française, américaine, peu importe. Et à ce moment-là, les particuliers peuvent justement investir. Bah nous, en fait, il n'y a pas du tout ces étapes-là. Et en fait, on se retrouve avec des particuliers qui peuvent spéculer et investir très rapidement. Mais du coup, le filtre, il est hyper fragile, hyper mince en fait. Contrairement à la TradFi où justement, je sais pas, t'as une boîte, t'as déjà levé genre 4-5 fois, t'as déjà plein d'investisseurs, t'as déjà plein de clients, et tu vois, et ensuite, faut que tu te demandes si tu peux être listé sur une bourse européenne, américaine, locale, peu importe. Mais donc, en fait, il y a énormément d'étapes à franchir avant de pouvoir avoir des particuliers qui investissent dans ta boîte plus ou moins. Même si maintenant il y a de plus en plus de services qui permettent d'investir sur des boîtes comme Ledger, même si elles sont pas encore cotées en bourse, du style vous pouvez racheter les BSPCE de certains employés, etc. Mais voilà, et en tout cas voilà, cette vidéo je vous l'ai mis dans le chat. Franchement c'est un banger, j'ai kiffé la faire. Et là j'ai des vidéos qui vont sortir, je pète mon crâne. Je pète mon crâne tellement ça va être lourd, j'espère que vous allez vraiment kiffer. J'ai fait une interview avec Richard Détente, on a parlé de plein de choses, y compris de ce que c'est genre le mining, de gérer une boîte de mining, les risques du mining. On a parlé de grand angle, on a parlé de sa vision de la vie, on a parlé de la spéculation, des psychologies. Enfin, on a parlé de plein de choses. J'ai fait une interview aussi avec un quant de Stake Capital. On me dit qu'il y a un décalage entre le son et la cam. Je sais pas, j'espère que ça marchera à Neox. Mais voilà, je vais sortir une grosse interview avec un trader quant qui est Head of Research of Quantitative chez Stake Capital. Donc en gros, lui, il fait en sorte d'ingérer énormément de données, de les mettre dans des modèles et de pouvoir établir certaines probabilités par rapport à des événements, notamment où est-ce que le prix de Bitcoin ou d'Ethereum sera à une date précise, et donc d'en tirer parti. On a aussi parlé d'énormément d'arbitrage, de liquidation, enfin de plein de choses. Donc vraiment ultra intéressant. J'ai fait quoi d'autre comme interview? J'ai fait une interview avec Maxime Baron de la H Consulting qui travaille avec les influenceurs et qui gère énormément d'influenceurs en France pour vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, comment le game est fait, combien les influenceurs sont payés, pourquoi ils sont payés, etc. J'ai fait des interviews à qui j'en ai fait tellement. J'ai fait quelque chose comme 8 interviews. Je vais juste regarder celles qui sont sur le point d'être publiées. Alors, donne-moi un instant. Tac. Non, tu vas sur le club, hein. Ouais, je peux aller sur le club. Simplement. Hein. Bendo, il est pas bête. Hein. Bendo, il est pas bête. Alors, attends. Hop, sur le club. Donc ça, c'est une section qui est uniquement accessible aux gens qui ont les NFT Coin Academy. Donc vous avez le lien ici pour rejoindre et pour avoir plus d'infos. Et donc en fait, toutes ces interviews-là, je les poste en fait en avant-première.
pour les membres du club, pour ceux que ça intéresse. Donc, comme j'ai expliqué, marketing d'influence, explique tout. Comprendre les tokenomics de A à Z avec un expert des tokenomics qui explique vraiment comment lui, il modélise les tokenomics, avec qui il travaille, comment il travaille, etc. Un pro dans l'art digital qui investit pour des banques, des institutionnels, etc. Un pro aussi dans l'art qui travaille pour Sotheby's, plein d'interviews, et là il y en a encore 3 ou 4 qui sont pas montés, qui sont pas disponibles ici. Donc voilà, donc là en ce moment ça enchaîne, et je sais pas comment vous expliquer, mais je kiffe trop. je kiffe trop ce que je fais en ce moment, je kiffe trop ces interviews-là. Voilà, j'espère que vous apprenez des choses en regardant ça. C'est le paradoxe, tu vois, c'est que nous, en fait, depuis le début du média, on fait que s'arracher les fesses pour que ce soit de mieux en mieux. Donc, comme il y a un désintérêt pour les cryptos, donc tu as moins de vues sur les vidéos, tu as moins de viewers Twitch, tu as moins de trafic sur tous les sites. C'est pas que chez nous, c'est pour tout le monde. Nous, on est en mode, bon, bah, de toute façon, il faut tenir et puis on s'arrache. Donc, en fait, on monte le level. Là, vous voyez, il y a les interviews en exclusivité. Plus le prix baisse, plus on monte le level. C'est ça. Donc, après, à un moment donné, on sera, tu sais, comme Golden Freezer dans Dragon Ball Super. Et après, il faut que le marché reparte, quoi. Parce que sinon, bon, bah, ça sera un petit peu dérangeant, mais on kiffe ce qu'on fait quand même. Et il va y avoir la réunion éditoriale, première réunion éditoriale qui va être disponible ici sur le club. L'analyse fondamentale du mois de septembre aussi. Qui est une réunion qu'on a eue mercredi avec tous les membres du club. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 65 holders, quelque chose comme ça, qui sont dans le club, qui possèdent un des NFT de Coin Academy, qui sont mintables directement lorsque vous allez sur un article d'actualité. Et tout ça, ça vous donne accès à la section du club, dans laquelle vous avez des contenus en accès anticipé, des contenus exclusifs, notamment avec des lettres mensuelles de Capet, des vidéos exclusives, des interviews à chaque fois en avance, de l'information en temps réel, et probablement un droit de vote et de pouvoir sur pas mal d'éléments qu'on va mettre en place dans le club au travers d'une DAO sur laquelle on travaille. Donc voilà. Et donc si jamais vous allez sur un article, vous pouvez cliquer sur obtenir cet article au format NFT. Et donc vous pouvez tout simplement minter l'article. Ça vous coûte actuellement quelque chose comme 23 ou 24 dollars. Voilà, 23 dollars. Et c'est un one shot. Et à partir de ça, vous avez accès à tout. Donc vous avez accès au Discord. Et vous avez accès aussi à votre espace compte, vous mettez votre MetaMask, vous le connectez, vous attestez que vous avez bien le NFT, et vous avez accès à tous ces contenus, donc toutes les interviews en avance, la rediff de notre conférence, notre lettre mensuelle d'analyse fondamentale, etc. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le QR code qui est en haut à gauche, donc là-bas, ouais, vers là, et qui vous redirige vers tout simplement le site du club et tout ce qu'il faut savoir pour nous rejoindre. Voilà. Et vous êtes les bienvenus sur le Discord que je vous ai laissé en description de cette vidéo YouTube, où on est de plus en plus nombreux, où je partage pas mal de contenu. Je me permets de reprendre l'écran. On va ouvrir le Discord. Regarde. Yes. On a eu donc cette fameuse discussion où on essaie de voir comment on peut améliorer les process. Et dans la partie fondamentale, dès que je vois des trucs vraiment stylés, je vous les partage. Hein. Notamment, là, je ne l'ai pas encore consommé, mais on a une analyse de Luxo de Victor Crypto qui a été passée sur la chaîne de Coin Academy. Luxo, tout le monde... Enfin, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Regarde Luxo ». Donc, je l'ai mis là, il va falloir que je la regarde. Mais c'est pareil, il y a une nouvelle narrative sur les dépines que je ne connaissais pas. Ça peut valoir le coup de regarder. Un concurrent d'Aleph Zero qui s'appelle Vara Network. Et vous aussi, vous pouvez publier. Vous avez une question. Tu penses quoi de ce projet? J'ai vu passer ça, j'y comprends rien. Vous pouvez m'aider. Vous voulez parler de trading? Il sert à ça, le Discord. Et on a bien entendu une partie privée avec le club. On essaie de jongler entre les deux pour que ce ne soit pas un microcosme des gens qui ont payé le NFT non plus. Tout le monde peut participer. Voilà, s'il y a de la vie, là on peut... Et plus vous êtes nombreux sur le Discord, plus il se passe des choses, concrètement. C'est ça. C'est l'effet de réseau, quoi. Et notamment, on me posait une question sur les Real World Assets, auxquels j'ai répondu avec des exemples, avec de l'APR. Bref, régalez-vous. On va terminer du coup sur les dernières petites notes que j'ai. On va commencer sur une petite dinguerie, histoire de rigoler un bon coup. Alors, l'affaire Gala, écoutez bien, parce que là, on va bien rigoler. Alors, on en avait parlé dans l'émission précédente. On avait vu que les deux fondateurs de Gala s'attaquaient mutuellement en justice. On a un peu plus de détails grâce à BubbleMap. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas BubbleMap, c'est un outil qui est gratuit, qui vous permet de faire de l'analyse on-chain. Voilà, c'est super utile. Tu fais Launch App, tu déposes une adresse Ethereum là-dedans et tu vas pouvoir tout analyser. Là, par exemple, je regarde Uniswap et je peux remonter dans le temps pour voir un petit peu comment sont répartis les jetons. Et si je vais à la racine, on peut voir des clusters. Donc, on peut voir soit une seule adresse qui détient beaucoup de jetons, soit des adresses qui sont liées entre elles par des transactions pour justement identifier des clusters. Et c'est hyper intéressant pour voir la centralisation du supply de jetons. Donc, faut que tu sélectionnes le jeton, si tu vas sur BubbleMaps, faut que tu sélectionnes, parce que là en gros tu avais sélectionné Ether, mais tu peux sélectionner le jeton uni, ouais, là. Voilà, super, uni. Je te remercie. C'est super. Pour identifier des clusters,
si les gars, vous devez identifier des sombreries sur des jetons bizarres, genre des jetons en ERC20 où vous avez du doute, voilà, vous avez pour le moment Ethereum, BNB Chain, Phantom, Avalanche, Arbitrum, Polygon. Il y aura d'autres chaînes plus tard. C'est hyper utile et gratuit pour faire votre analyse avant d'investir. Voilà, je suis pas payé pour vous en parler, c'est vraiment on tient à préciser, moi j'ai eu l'occasion d'investir dans Bubble Maps avec une partie de la Team Coin Academy. C'est pas mon cas, j'ai pas investi dedans. Donc voilà, vous ayez cette information là. Aujourd'hui vous pouvez utiliser le produit majoritairement gratuitement, donc pas spécialement de choses à vous vendre. Il y a un service premium si ça peut vous intéresser, mais voilà, je tenais juste à être honnête avec vous sur le fait que moi personnellement j'ai investi dans Bubble Maps parce que c'est des amis que je trouve que ce qu'ils font c'est vraiment stylé et j'en ai profité pour les soutenir. Bah t'as bien raison, mais moi ça venait vraiment du cœur pour le coup, et justement parce qu'on va pouvoir expliquer cette belle dinguerie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont passés au travers des documents légaux qui parlaient justement de cette attaque en justice entre les deux cofondateurs, et ils ont trouvé un phénomène très intéressant, donc ça va être très rapide. Il faut savoir que pour le moment, il y a un peu plus de 26 milliards de jetons Gala qui ont été émis. Et au moment de l'émission, au tout début du jeton Gala, on le voit parfaitement ici, 20 milliards de ces 26 milliards de jetons qui étaient répartis sur 100 wallets différents. Donc, c'était censé être des wallets d'entreprise. Et il faut savoir que chacun de ces wallets avait leur propre clé privée. Et que cette clé privée, pour chaque wallet, elle était partagée entre les deux fondateurs, mais sans multisig. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est comme si je te disais, t'as un compte PayPal, on a tous les deux l'email et le mot de passe, mais le premier qui se connecte au compte PayPal et qui le vide, eh ben, il a l'argent. Exactement pareil ici. Au lieu d'avoir un système où il faut que les deux approuvent la transaction pour vider le compte PayPal, et ici en l'occurrence, les wallets avec les galas. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a un des deux fondateurs qui a sorti 8,6 milliards de jetons, donc 43% de ces 20 milliards. Donc l'autre, quand il s'est rendu compte qu'une bonne partie des wallets ont été vidés, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je comprends pas. Donc il a vidé le reste, 11,3 milliards de jetons Gala. Bon, dans le doute. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on a dans le dossier, parce que ce que je peux comprendre en vrai, enfin dans le sens où genre s'il y a il y a des transactions auxquelles je fais pas confiance et qui reste des fonds, autant sortir ces fonds-là et les sécuriser proprement plutôt que de laisser dormir et qu'il se passe une autre dingue. Je suis d'accord, mais bon, ils sont associés. Mais ils sont associés. Ça, c'est la justification publique. Il y a peut-être une justification derrière la justification. Donc, je vais pas spéculer, je vais juste vous donner la justification publique qu'on a. Donc, un premier lot de wallet qui aurait été vidé. Du coup, l'autre, il a vidé le deuxième lot de wallet. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, au final, 78% des jetons a été dans ces wallets, quand même un bon morceau de centralisation. Et il y a une notion de jeton Gala, Gala V1 et jeton Gala V2. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le deuxième cofondateur, là, une fois qu'il a sorti une bonne partie des jetons, il a fait faire une annonce cette année pour dire: ouais les gars, alors si vous avez un jeton V1, on va vous airdrop un jeton V2. Et le jeton V2, il va faire plein de nouveaux trucs, trop bien et tout. Et en fait, pourquoi il a fait ça? Mettre en place un airdrop avec une petite règle pour dire on va airdrop tout le monde, sauf les wallets du premier associé qui avait vidé les wallets. Comme ça, ces wallets à lui, ils n'auront plus aucune valeur. Et comme ça, il l'a bien baisé. Et je pense qu'à partir de là, l'autre, il a dû péter un plomb en mode ah ouais, tu me sors les jetons, parce qu'ils ont dû s'engueuler au préalable en mode vas-y, fais ta boîte, moi j'en ai plus rien à cirer, je me sors les machins. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Et donc du coup, ils se sont attaqués en justice. Pour rappel, les attaques en justice, le premier c'était mon associé, il a détourné plus de 5 millions de dollars de jetons. Et la justification du deuxième, c'était moi, mon deuxième associé, il a fait une mauvaise gestion des fonds de l'entreprise pour plus de 600 millions de dollars. Donc on est vraiment sur la cour de récréation des deux côtés. Voilà pour la petite dinguerie. Et on terminera sur une bonne nouvelle. Shrapnel, qui est un jeu AAA Web3, un jeu de tir. On a plus d'infos avec la wishlist. Et on sait que ce sera un jeu, en tout cas dans un premier temps, disponible en exclusivité sur le store Epic Games. Donc Epic Games, c'est un Fortnite, Unreal Engine, etc. Et on a une date de publication prévue pour décembre 2023. Donc, avec un peu de chance, on va peut-être avoir le premier jeu potable Web3 de l'histoire en décembre 2023. C'est un peu abusé ce que je dis, mais pour avoir testé beaucoup de jeux Web3, bon, pour le moment, de live et potable, il n'y a rien, quoi. Parce que The Sandbox, il n'est pas vraiment live. Illuvium, il est en bêta toutes les 5 minutes. Pour une fois, on devrait avoir un jeu sympa. Je vous laisserai regarder les images de ce Shrapnel pour ceux qui nous écoutent. Le gameplay donne envie. C'est qualité AAA.
Ils ont fait des partenariats avec des créateurs de contenu intéressants, dont Meet, qui était un influenceur Fortnite. Et on va surveiller ça avec attention. Il y a quelqu'un qui te demande si tu as des news sur US, tu vas sortir une vidéo dans un sujet. L'interview, elle est prête. Il n'y a plus qu'à la publier. Elle est sur ma chaîne. Il y a tout, titre, Minia et tout. Donc ça part en début de semaine. Ensuite, je vais faire un autre tournoi. Et pour ce qui est de la vidéo, je vous spoil un petit peu. On a pas mal de nouvelles de ce qui va se passer d'ici la fin d'année sur Ultra. On a une nouvelle application, un nouveau client. L'ouverture d'Ultra Arena, une fois qu'ils auront terminé le NFT standard, parce qu'ils continuent de faire évoluer leur standard NFT unique. Et on devrait avoir aussi la sortie d'un jeu AAA d'ici peu de temps, je l'espère. Voilà pour les leaks. Je vous laisserai quand même écouter parce qu'il y a plein de trucs intéressants pour ceux qui s'intéressent à la technique et du pourquoi ça va pas aussi vite que certains le voudraient. Quand tu comprends un peu le problème de l'intérieur, c'est très enrichissant. J'espère que cette émission vous aura plu. En tout cas, là, on a fait une... Moi, j'ai trouvé que c'était un banger. Pardon, je me suis trompé. Oula. on est à moins de 2 heures. On va rester à moins de 2 heures. Merci pour tout. Petit like, petit commentaire. J'ai aussi trouvé que c'était superbe. Merci Léo pour ta présence. Bah, merci à toi. Franchement, moi, j'ai kiffé ce que tu nous as raconté sur la partie fonda, etc. Même c'est déjà le fait de mettre entre guillemets en lumière des choses qu'on voit pas nécessairement d'habitude et d'expliquer un petit peu l'histoire de A à Z. Je pense que ça fait du bien d'avoir des choses qui sont un peu plus expliquées parce que souvent on voit des trucs passer, etc. Mais on n'est jamais sûr de bien comprendre ces choses-là. Donc voilà, une petite masterclass, j'ai kiffé. Et pour les retardataires, dans tous les cas, ce sera dispo sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Une vidéo par jour et l'émission, c'est tous les dimanches 19h. Donc on espère vous voir dans cette émission. Elle est sur les 2 Twitch de Capet et de Picsou. Vous aurez les liens dans la description. Il y aura une rediff, évidemment. Voilà. Passez une bonne soirée ou une bonne journée si vous nous écoutez sur YouTube. Ciao tout le monde. Tchuss. Il faut qu'on raid Asher. Il faut qu'on raid Asher.